Bonjour à tous et bienvenue dans Pixel la vie, l'émission qui tisse des ponts entre le monde réel et le monde virtuel. Salut Nico. Salut Johan, la forme, ça s'est bien passé l'été? Écoute, nickel, en plus on a eu un petit hors-série qu'on a construit tous les deux qui m'a bien occupé sur le bord de la plage, et toi? Exactement. Bah écoute, très bien, et puis en plus je suis ravi parce qu'aujourd'hui on accueille une troisième personne parmi nous, on accueille Oh. Louise. Hello, salut à tous. Salut Loulou, bienvenue dans notre podcast. Bah écoute, on a une tradition chez nous, tu sais, c'est de dire un petit peu à quoi on joue en ce moment. Bah du coup Louise, pour qu'on puisse un peu mieux te connaître, à quoi tu joues? Bah écoute, figure-toi qu'en ce moment, moi je joue beaucoup à Harmony, c'est un nouveau petit jeu bien sympathique de pose de tuiles et d'élaboration de motifs. Franchement, c'est très sympa. Ça Mais joue sur attends, quelle console? Quelle console? Mais pourquoi tu me parles de console? Non, c'est un jeu de société. mais un jeu de société, en fait t'as pas compris, ici c'est un podcast de jeux vidéo, hein. Ah mais non, désolé, moi on m'a parlé de jeu. Moi je suis venue avec mes petits jeux de société. Attendez, je vous propose un truc dans ces cas-là, on fait en thème du jour jeux vidéo et jeux de société. Écoute, moi ça me va. Ouais, bonne idée, bah allez on improvise, on part là-dessus, ouais nickel, ça me va bien. Nickel! Bah écoute, parfait. Et vous du coup les garçons, à quoi est-ce que vous jouez en ce moment en jeu de société? Alors moi, mon jeu de société que j'aime bien ressortir de temps en temps et jouer avec tout le monde, tu vois, aussi bien que la famille, que des gens qui ont l'habitude, c'est Dixit. C'est un petit peu mon jeu de cœur, très facile, très fun à jouer, donc voilà, je le Hmm, ressors régulièrement. Très bon choix. Et moi je suis plutôt team gros jeu, donc actuellement je joue à Iki, qui est un gros jeu de plateau dans l'univers japonais médiéval, avec du placement d'ouvriers, de l'anticipation, de la stratégie, bref, de quoi se faire des C'est bons un jeux jeu au cerveau. capitaliste ton truc là? En effet, c'est un jeu avec des échoppes marchandes le long d'une rue au Japon. Mais très bon choix, je valide aussi. Parfait. Excellent jeu. Et car vous l'aurez compris, Louise est notre référente jeu de société. Et sera donc la caution qualité sur le thème du podcast du jour. Grosse pression, mais je veux bien relever le défi. Peut-être que pour la suite du podcast, qu'on fera aussi, pour ceux qui sont amateurs de jeux vidéo mais qui connaissent moins l'univers du jeu de société, c'est qu'on précisera quand même les univers des jeux de quoi on parle et en quoi ça consiste. Comme le jeu vidéo, on va voir qu'il y a des thèmes et des mots-clés qui reviennent. Alors oui, vous savez sûrement ce que c'est qu'un MMORPG, mais peut-être que Hmm. vous ne savez pas ce que c'est qu'un Eurogame ou un jeu de deck building, et ça tombe bien, on espère vous l'apprendre aujourd'hui avec Louise. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, du coup, c'est qu'on a un petit peu des profils un peu différents, je pense, au niveau des jeux. Donc c'est vrai que moi, par exemple, je joue pas mal aux jeux vidéo et je joue un peu aux jeux de société. Alors que je pense que toi, Louis, c'est un petit peu l'inverse. C'est ça. Je suis quand même rentrée dans le monde du jeu par le jeu vidéo, mais je suis vite passée au Ok. jeu de société et j'y suis bien restée. Alors je ferai l'équilibre entre les deux parce que moi j'aime les deux univers. Je pense que je suis moins expert que Nico sur le jeu vidéo et moins expert que le jeu de société sur Louise. Mais comme j'ai des bonnes bases dans les deux, ça devrait le faire. T'es notre médiateur, Yo. Parfait. Donc vous engueulez pas, hein. Promis. On va essayer. Bon, alors moi j'ai quand même un constat à vous partager. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Nico et Louise. C'est que des gens que je côtoie autour de moi, j'ai l'impression que la plupart des gamers, si j'appelle ça comme je pourrais appeler les gens qui jouent aux jeux vidéo, sont aussi des joueurs de jeux de société. Qu'est-ce que Ouais, c'est vous en vrai que bah, je suis assez d'accord avec toi. En fait, on a l'impression que voilà, c'est une tendance actuelle. Voilà, bah, nous trois autour de la table et en fait parmi nos amis, etc. Bah, on joue de plus en plus à des jeux vidéo et à des jeux de société à des moments différents. Mais voilà, c'est vraiment une tendance qui se dessine et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit que ça serait intéressant de parler de ça aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont bah, les connexions entre ces deux univers. Mm, carrément. Et moi, je trouve qu'on parle vachement du jeu de société récemment, notamment après le Covid, où il y a eu une énorme explosion. On a vu des chiffres, même au niveau des ventes des jeux de société exploser, plus sur du petit jeu, du jeu d'ambiance, du jeu familial. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un peu la frontière entre jeu de société et jeux vidéo commence à s'effacer. On part d'une histoire où le jeu de société et le jeu vidéo étaient vachement mis en compétition, Ouais. alors qu'aujourd'hui, je trouve que de plus en plus, on a une frontière qui s'efface. Bah, c'est ce qu'on va essayer de creuser tout au long du podcast, Louise. Donc, ça va nous servir de fil rouge. Vous connaissez le concept, hein. On va voir comment les jeux vidéo influencent le monde du jeu de société et comment les jeux de société viennent influencer le monde du jeu vidéo. Et peut-être que pour bien comprendre ça, ça serait bien de faire un petit voyage dans le temps avec la caution de Papy Nico pour nous parler un petit peu de l'histoire du jeu. Oui, Oui, papy alors je vais Nico. vous parler de l'histoire des jeux vidéo. Et oui, alors du coup, c'est la section nostalgie, la section histoire. On va revenir un petit peu dans le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, on a toujours joué, nous les humains, ou en tout cas depuis très longtemps, on joue à des jeux. Donc, pour info, le premier jeu de société
identifié comme tel, à peu près, hein, c'est probablement pas très, très véridique, c'est le Sénét égyptien. Donc il C'est date de précis. 3000 ans. Ah ouais, j'ai jamais joué à celui-ci. Bah alors Louise, c'est quoi cette Écoute, culture? C'est la base. elle ne fait pas partie de ma ludothèque, tu m'excuseras. Eh bien écoute, c'est pas grave, pour le prochain Secret Santa, je sais quoi t'offrir. Donc, donc c'est un jeu qui date de plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Globalement, juste pour résumer un petit peu ce que c'est, ça ressemble un petit peu à un jeu où on lance des dés, on avance avec différents pions, et en fonction des cases sur lesquelles on va se trouver, on va pouvoir avancer, reculer. Il y a un petit peu un côté jeu de loi Ok. dans le truc. Voilà, donc le jeu, le jeu de loi égyptien, c'était le Sénét. Et puis, en fait, on a toujours joué à travers les âges, que ce soit avec des jeux de cartes, des jeux de plateau, et puis du coup, un peu plus tard, des jeux vidéo. Et donc, du coup, voilà, on a voulu un petit peu regarder ce que ça donnait sur l'histoire du jeu. Et moi qui suis un petit peu plus expert jeux vidéo, et surtout, voilà, vous savez, je suis un petit peu monsieur Nintendo. C'est Eh ça. bien, Il a plein de bons et- côtés, Nico, mais parfois. je dois le reconnaître, c'est un de mes plus gros défauts. Et donc du coup, Nintendo, si vous ne saviez pas, ils n'ont pas toujours fait que des jeux vidéo. Donc ils ont d'abord créé des jeux de cartes. Ok. Et quel genre de jeu de cartes? Alors, ça s'appelle des cartes Hanafuda. Donc, c'était un jeu de cartes traditionnel japonais. Il y avait des cartes florales, animales. Et puis, voilà, c'était un jeu hyper populaire au Japon et en Corée au début du XXe siècle. Donc, faut savoir que Nintendo, ça a été créé en 1889 à Tokyo. Et donc voilà, ils ont vraiment fait leur réputation sur les jeux de cartes. Après, ils ont essayé de se diversifier. Alors attention, ils ont essayé de faire des taxis, des portions de riz individuelles. Très bien. Nintendo a essayé de faire des Love Hotels aussi. Ok, ça se Voilà, mais diversifie. ils ont essayé, mais ça n'a pas trop marché. Par contre, les cartes, ça a toujours bien marché. L'autre point qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'en fait, ils ont pris la licence Disney assez vite, dans les années 50. Et en fait, c'est ce qui leur a permis de développer à fond leurs jeux de cartes. Parce que avant, les jeux de cartes, c'était plutôt tourné pour les adultes. Les enfants ne jouaient pas trop aux jeux. Ok. Et le fait d'avoir la licence Disney, ça leur a permis de s'exporter, de vendre aux États-Unis, etc. Donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'ils ont continué à se développer. Ils ont fait après des jouets. Donc ils ont fait des jouets en plastique. Hein. Donc il y avait la Ultra Hand, la Ultra Machine, enfin voilà, des jeux des années 60-70. Et c'est que assez tard finalement qu'ils ont commencé à faire des jeux vidéo. Dans les années 70, ils ont collaboré avec d'autres sociétés pour commencer à faire des jeux pour d'autres machines, jusqu'à ce qu'après ils se lancent sur la création de leur propre machine, de leur propre borne d'arcade, avec Donkey Kong. Et donc du coup, après l'histoire, la suite vous la connaissez, quoi. Mais voilà, donc en fait à la base, il y a des constructeurs qui sont comme Sony, qui viennent de l'électronique, mais Nintendo, ça vient des jeux de cartes, quoi. Et ça, est-ce que c'est, on va dire, une anomalie dans le paysage vidéoludique ou on a plusieurs constructeurs qui ont ce même schéma? Non, ça reste quand même, je pense, assez original. Tu vois, comme je te le disais, tu vois, Sony, ça vient de. Ils ont d'abord fait l'électronique et après ils se sont lancés dans les jeux. Logique. Voilà. Après, du coup, tu as quand même d'autres sociétés comme Bandai Namco, par exemple. Tu vois, c'est aussi une société qui fait voilà, des jouets à la base et qui développe aussi pas mal de jeux. Donc, ça existe. C'est pas aujourd'hui la majorité parce qu'il y a beaucoup de boîtes de jeux vidéo qui se sont créées, on va pas se mentir, hein, dans les années 90, 2000, 2010. Mais en tout cas, c'est vrai que l'influence du jeu de société est hyper forte sur le monde du JV. Stylé. Merci Papy Nico pour cette pause culture. Ouais, et ben écoute, je ne savais pas et je trouve que l'histoire est hyper intéressante. Merci pour ce petit bond dans le Avec plaisir. temps. J'en profite parce que Louise, tu as commencé à nous parler un petit peu d'âge d'or du jeu de société. Nico a fait une bonne transition sur cette histoire-là et on a hâte de jouer au Cnet tous ensemble pour vraiment des bonnes parties de rire. Tu parlais d'âge d'or, toi qui viens de l'univers de marketing et des chiffres, est-ce que justement tu as des chiffres, tu as de la data par rapport à ça? Alors oui, merci beaucoup pour cette jolie transition, Yo. En effet, je parlais de l'impact du Covid. Il faut savoir que depuis 2020, le marché du jeu de société ne cesse de croître. On a eu plus 10% en 2020, plus 24% en 2021 et on doit être sur une même tendance en 2022. Et si on parle gros sous, le chiffre d'affaires total des jeux de société, il atteint environ 360 millions d'euros en France. C'est énorme. Et je pense qu'on a eu un double effet. À la fois, des personnes qui jouaient déjà se sont mises encore plus à jouer, mais aussi, on a vu apparaître certains petits jeux plus accessibles qui ont certainement aidé de nouveaux joueurs à rentrer dans le monde fabuleux du jeu de société. Je discutais rapidement aussi avec
des gens qui tiennent des magasins de jeux de société. Ouais. Ils expliquent que justement, même aujourd'hui, ils ont du mal à tenir le rythme avec le nombre de sorties de jeux de société qu'il y a toutes Ah les oui. semaines, tous les mois. C'est vraiment, il y a eu une accélération sans précédent suite justement au Covid et l'explosion de petits et même gros jeux. Je pense que vous avez tous entendu parler du skijo, skyjo en fonction de comment les Ouais. gens aiment le dire. C'est le nouveau chocolatine versus pain au chocolat. Mais c'est vraiment l'avènement de ce type de petits jeux qui explose et qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment une démocratisation du jeu de société. J'ai 2 questions à vous poser, une à chacun en fait, je pense qu'il va nous aider à y voir plus clair sur le sujet. La première, Vas-y, elle va être pour toi, Nico. C'est pourquoi tu joues je aux suis jeux prêt. vidéo? Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer aux jeux vidéo? Plusieurs choses, parce qu'en fait, je vais jouer à des jeux vidéo différents pour plusieurs raisons, mais le premier, je pense que c'est l'évasion. Tu vois, c'est d'abord ça, c'est vraiment m'évader dans un autre monde. Parfois, ça peut être me challenger. Tu vois, en ce moment, ça y est, je me remets au jeu de combat, par exemple. Ok. Donc, du coup, ça y est, j'essaie d'apprendre les moves, etc. Et puis après, ça va être m'amuser, tu vois, en ressortir avec le sourire. Donc univers, te challenger et t'amuser. Ouais, on va dire ça. Même Eh question ben, pour toi, Louise, tu t'en doutes, mais pour le jeu de société, exactement. pourquoi tu joues? Eh ben, écoute, moi, le premier, et c'est le deuxième point de Nico, c'est pour le challenge. Moi, j'aime bien justement sur le jeu de société, sur toutes les mécaniques qui puissent exister. C'est vraiment un peu le challenge. Comment est-ce que je peux faire pour réussir? Il y a ce petit côté justement de satisfaction personnelle. Toujours aussi un peu avec la compétition, même si je suis pas du tout fermée aux jeux de coopération. Mais c'est vraiment Allez. là-dessus. Et aussi, passer du temps avec les amis. Je trouve que c'est génial. Quand tu joues à un jeu de société, tu te mets à parler de plein de sujets auxquels tu n'aurais pas forcément pensé au préalable. Donc, c'est un peu sur le côté aussi social du jeu de société. Yes, alors on voit qu'il y a des divergences et puis des similitudes dans vos définitions. Peut-être pour mettre un petit peu... alors, pour mettre de l'eau au moulin, je vais vous proposer, moi, des définitions, qui sont les définitions que je suis allé trouver sur Internet dans des sites plus ou moins sérieux. Voilà. Après Papy Nico, on a le dictionnaire de Johan. Larousse, nom masculin. Alors, premier site, je suis allé voir un site qui s'appelle le Conservatoire du jeu, qui définit le jeu de société comme un jeu qui se pratique à plusieurs personnes. Point. Voilà. Donc le jeu de société, comme le nom le sous-entend, ce serait un jeu qui se joue à plusieurs. Débat ouvert, on va y revenir. Je vois à vos têtes que tout le monde Oui. n'est pas d'accord. J'ai Ah, envie de surtout sauter que- dessus, mais je me retire. Vu la définition, ça peut être plein de choses qui peuvent se pratiquer à plusieurs aussi. Mais... Mais oui, c'est pour ça qu'ils mettent un âge sur les boîtes, Nico. Ah d'accord, c'est pour ça. Et un nombre de personnes aussi. Et une durée plus ou moins variable. Après, il faut... Iki, c'est 120 minutes. Hein. Bon courage. Ah bah dis donc. Ah ouais. Deuxième thématique, un site Ludum en latin, qui définit le jeu de société comme une activité de loisir qui est soumise à des règles qui définissent les moyens, les contraintes et les objectifs à atteindre au cours de la partie. Le principe, il est de créer le divertissement en essayant d'atteindre un objectif final, ici, la victoire. Je préfère cette définition déjà. Ok. Mais tu veux peut-être dire pourquoi en fait la première te va pas, t'as raison. Mais... La première, je la trouve très générique et du coup, elle oublie beaucoup d'aspects super intéressants du jeu de société. Le jeu de société est un jeu qui se pratique à plusieurs personnes. Comme disait Nico, en fait, ça peut être très vague, ça peut regrouper plein de choses et il manque justement la dimension de divertissement, de plaisir. Et en plus, aujourd'hui, un jeu de société se pratique aussi tout seul. Donc, Hey. je pense qu'elle a pas mal de lacunes sur plusieurs aspects. Serait-ce une influence du jeu vidéo? Réponse dans quelques Excellente minutes. question. Et donc le jeu vidéo, à l'inverse, il va se définir par Alors dis-moi tout. la rousse, cette fois. La rousse, donc en opposition à la blonde, évidemment. Comme un programme informatique qui permet de jouer seul ou à plusieurs, conçu surtout en 3D et installé le plus souvent sur une console électronique ou un micro-ordinateur. Oui, bah écoute, il se mouille pas trop. C'est pas faux. Bon, Ça- et si maintenant on se challengeait, ça serait quoi vos définitions à vous? Waouh, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Pour moi, ce qui Excellente définit le jeu question. vidéo, c'est l'interaction par rapport à. Donc voilà, il y a la vidéo, donc du coup c'est le côté où tu vas voir des choses. Tu as un écran, tu as une télé, tu as un ordinateur, et tu vas jouer avec. Donc tu vas interagir avec. Donc, même si c'est juste faire des clics, manipuler une manette, tu vas interagir avec. Et après derrière,
Alors là, le jeu vidéo, c'est tellement vaste que ça peut se manifester sous toutes ses formes. Mais c'est comme ça que je le dirais. Tout simplement, une interaction avec du visuel pour, à la fin, effectivement, in fine, se divertir, même si c'est pas le but unique du jeu vidéo. Et du coup, moi, pour la définition du jeu de société, je me rapprocherais vachement de la deuxième définition que tu as donnée, Yo, de Ludum, où tu as à la fois l'aspect des règles, qui est essentiel pour un jeu de société, mais aussi justement des règles qui ont pour but d'apporter un divertissement et un but commun à un ou plusieurs joueurs. Je le veux volontairement vague parce que pour moi, c'est peut-être la définition la plus générique possible pour réussir à décrire un peu l'univers du jeu de société. Ok, mais moi je vous fais confiance à tous les deux, mais je peux essayer de commenter. Je vais rajouter, moi, sur la définition du jeu de société, tel que tu le dis, Nico, j'entends qu'il y a l'interaction avec un média, pardon. Jeu Je vois vidéo, aussi la notion ouais. de critères de victoire ou pas. En tout cas, il y a un objectif derrière. Ouais. Au-delà de l'interaction, il y a un objectif, il y a une quête, il y a quelque chose à atteindre. Peut-être il y a des jeux aussi plus chill qui existent, mais la quête est là. narratif ou ce genre de choses, mais il y a quand même un objectif derrière de raconter une histoire. Ouais. Et je retrouve aussi ce lien-là avec des jeux de société qui ont une tendance à être de plus en plus narratifs, mais pareil, on va y revenir. Et finalement, j'ai l'impression que les deux points, ce que vous dites, ça converge quand même beaucoup. Et je vous pose la question, on va peut-être le voir. Est-ce qu'on est sur des sujets quand même de médias qui sont complémentaires ou qui sont en opposition ? Surtout complémentaires, hein, je pense, et qui du coup s'inspirent l'un l'autre. Donc on va le voir par la suite, mais c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est pas forcément des choses qui vont. Bon, après, en termes de temps consacré par une personne, effectivement, c'est en concurrence, parce que du coup, est-ce que tu vas passer plus de temps à faire un petit jeu de société solo, ou est-ce que tu vas jouer à un jeu vidéo? Donc les deux se battent pour ton attention, mais derrière, finalement, aussi bien dans leur mécanique que dans leur façon de se faire, je pense qu'ils sont vachement complémentaires et c'est top d'avoir les deux. Ouais, complètement d'accord avec Nico là-dessus. Hyper complémentaire, d'autant plus aujourd'hui, parce que ça n'a pas forcément été le cas par le passé. Mais justement, au fur et à mesure de l'histoire, les deux se sont vachement complétés pour en arriver où on en est aujourd'hui. Et c'est ce qui fait la force à la fois du jeu de société, mais aussi du jeu vidéo. Bon, ça a l'air alléchant. Qui nous annonce le plan du podcast là ? Eh ben, je vais essayer de m'y coller. Donc, on va d'abord s'intéresser à les adaptations des jeux de société en jeux vidéo. On va voir ce que ça donne, quel est l'intérêt de faire ça. Ensuite, on va voir quelles sont les influences du jeu de société sur le jeu vidéo. Et puis après, du coup, un peu plus tard, on va surtout voir l'inverse aussi. Est-ce que le jeu vidéo a influencé les jeux de société aujourd'hui ? Et voir un petit peu ce que ça peut donner et explorer tout ça. Chouette programme. Alors au boulot, les adaptations. On peut peut-être commencer par les adaptations les plus simples, ce qu'on appelle les basiques. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est tout con, mais finalement, c'est un espace qui est assez important. C'est tous ces jeux de société au sens large qu'on a adaptés tout simplement au format digital. Donc ça a toujours existé. Voilà, vous avez sûrement joué sur votre PC. L'une des premières choses que vous avez fait quand vous avez eu un PC, c'est peut-être de jouer au solitaire. Donc voilà, donc c'est une adaptation d'un jeu de cartes en jeu vidéo, et je pense que c'est encore quelque chose qui est hyper joué aujourd'hui. Moi, je vois encore pas mal de gens dans le métro qui sont sur leur portable et qui jouent en fait à des jeux de société. Voilà. Hein. Oui, ça me surprendrait pas d'ailleurs que les jeux de cartes type solitaire soient les meilleures applications de jeux, les plus téléchargées du moins sur les différentes plateformes. Je serais mais absolument pas surprise. Et on retrouve des Scrabble, vas-y. Non, ce que j'allais dire, on retrouve dessus des jeux très classiques. Tu parlais du solitaire, les échecs, je pense que ça a le vent en poupe. Échecs, et puis le jeu de la dame a vraiment remis le jeu en avant. Pour la petite anecdote, je me rappelle que quand la série est sortie, ma mère a voulu se remettre aux échecs, chose qu'elle n'avait pas fait depuis des décennies. Et c'était en rupture de stock. Voilà, suite à la série Netflix, donc nul doute que ça a explosé sur les mobiles. Oui, et Nico, tu parlais justement des adaptations sur les ordinateurs. Au fin fond de ma mémoire, je me souviens d'un premier jeu, je pense que j'ai eu sur CD-ROM à l'époque, c'était Monopoly. Je suis fille unique, donc je jouais pas mal à l'ordinateur à l'époque. Et en tout cas, Monopoly a été mon premier jeu vidéo avant même que j'aie une console. C'était sur le PC. Monopoly CD-ROM. Je me souviens très bien de plateau 3D qui était génial et les musiques jazz. Je sais pas si parmi les auditeurs, il y en a qui ont joué, mais pour moi, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Moi j'y ai pas joué, mais effectivement là j'ai envie d'aller taper Monopoly CD-ROM OST tu vois, pour écouter les musiques jazz. Fais-toi plaisir.
Je crois que tu nous avais ressorti la petite photo avec ton petit CD-ROM et c'est vrai que Ouais, ça rappelle des beaux souvenirs, complètement. j'imagine. Ah, mais tellement. Et tu vois, moi pareil, je me rappelle avoir eu une sorte de console portable uniquement dédiée au Monopoly. Donc, faut imaginer une sorte de truc hyper épais avec bordé Ok. Monopoly et on ne pouvait jouer qu'au Monopoly dessus. C'était une adaptation. J'avais trouvé ça, je pense, sur une brocante avec mes parents et ça m'a fait un nombre incalculable de voyages en voiture pour partir en vacances. C'est ça le concept qu'on a quand même un jeu qui dure 3 heures où il faut lancer des dés. Ça tient à des grands trajets. C'est Voilà. génial. On aura une autre fois un débat de 2 heures pour dire est-ce que le Monopoly est un bon jeu. Mais bon, en tout cas, c'est toujours est-il qu'il est hyper populaire, quoi. Donc, du coup, il est toujours présent sur les applis, sur les jeux vidéo, etc. Et tu vois, en fait, c'est marrant parce que à la sortie de la Switch en 2017, un des premiers jeux qui est sorti, c'était Clubhouse 51. Et en fait, c'est tout simplement un jeu vidéo où tu peux jouer à plein de jeux de société, du backgammon, des échecs, etc., en solo ou contre l'IA ou avec d'autres personnes. Et voilà, l'idée c'était vraiment de rendre ça ludique et facile à jouer. Mais c'était quand même un des gros hits finalement du lancement de la Switch, quoi. Donc là, on a parlé des adaptations basiques, c'est vraiment un copier-coller. Je prends le jeu physique, je le colle sur un CD-ROM pour le Monopoly par exemple, ou sur une console, et je joue au même jeu avec les mêmes règles. On a tous peut-être eu pendant le Covid, en tout cas nous ensemble, mais autour de nous aussi, on a vu fleurir une plateforme qui n'existait pas, je crois, ailleurs, mais je laisserai Louise commenter si je dis une bêtise, qui s'appelle BGA, Board Game Arena. Et est-ce que Louise, tu veux nous en dire quelques mots? Avec grand plaisir. Alors, je pense que la plateforme existait déjà avant le Covid parce que j'y jouais. C'était Aïe. dans un bar à jeux où quelqu'un justement m'en avait parlé et c'est comme ça que j'ai D'accord. découvert. Mais en effet, je pense que suite au Covid, c'est là où la plateforme a recruté un nombre massif de joueurs. Du coup, BGA, Board Game Arena pour les intimes, c'est une plateforme sur laquelle il y a énormément de jeux de société disponibles qui ont été du coup retranscrits de manière digitale sur cette plateforme. Cette plateforme, je ne suis pas payée par BGA, mais j'adore cette C'est faux, plateforme. on le sait. Regardez, elle a un casque BGA sur les oreilles. Et un polo BGA avec un énorme logo dessus. C'est une Non, influenceuse. non, je ne suis malheureusement pas une influenceuse BGA. Mais non, cette plateforme est géniale. Il y a des centaines, voire je pense des milliers de jeux de société différents. La plateforme est mise à jour assez régulièrement. Mais en quoi consiste la plateforme? Donc, comme je disais, c'est un accès de plein de jeux de société auxquels vous pouvez jouer soit avec vos amis, si vous êtes enregistré en tant qu'ami comme un réseau social, ou même avec des personnes à l'autre bout du monde. Vous pouvez jouer à plein de jeux. Il y a même des tutos pour apprendre à jouer à des nouveaux jeux. Et je trouve que cette plateforme, justement, a réussi le pari incroyable de rendre disponibles des jeux de société de manière virtuelle à Ouais. plein de gens. Ça passe par un système d'abonnement de membres, hein, je crois. Tu peux jouer gratuitement, mais t'es limité. En plus, oui, pour le coup, tu peux très bien jouer gratuitement, mais tu ne peux pas forcément ouvrir de table parce que tu as des jeux qui sont réservés à des membres premium. Mais, Ah oui, d'accord. mais du coup, tu as un système qui est plutôt bien fait. Les prix restent très contenus au niveau de l'abonnement. Je Ouais. trouve que par rapport au nombre de jeux qui sont disponibles. Et en plus, aujourd'hui, ils ont vraiment une stratégie où il y a même des jeux qui sortent soit au moment de leur sortie, soit même quelques semaines avant sur Ah BGA oui, où tu d'accord, peux ils font des justement sorties les simultanées tester. maintenant. D'accord. Complètement. Complètement. Là, le meilleur exemple depuis quelques semaines, c'est Altered, qui est sorti sur BGA en même temps, avec une super, je trouve, strat de lancement où tu peux d'abord tester le jeu, tester différents decks, voir celui qui te plaît le plus avant de pouvoir te rendre en boutique et acheter celui qui te plaît le plus, quoi. Et du coup, tu préfères jouer sur Board Game Arena ou tu préfères jouer en live? Ah, ça c'est une excellente question. Je pense que c'est pour différents moments et différents états Ouais. d'esprit. Je trouve que BGA c'est top quand t'es loin de tes amis et que t'as quand même envie de jouer. Ça nous arrive très souvent de faire des soirées entre amis juste pour discuter et jouer ensemble. Après, c'est vrai que moi j'ai mon guilty pleasure de BGA entre deux réunions au boulot. J'hésite pas à sortir mon téléphone, à y jouer. Et aussi pour découvrir des nouveaux jeux ou sortir des Ah jeux oui. pour lesquels la mise en place prendrait extrêmement longtemps. Ah oui. Ou alors quand je n'ai pas forcément assez d'amis ou d'amis intéressés pour des gros jeux, BGA, tu trouveras toujours quelqu'un à l'autre bout du monde prêt à faire une partie avec toi.
Et sur BGA, il y a aussi un autre élément, parce que je pratique aussi, moins que toi, mais j'y vais. C'est qu'il y a aussi des compétitions qui sont organisées. Donc, on a des classements. C'est le classement Yellow, si je dis pas de bêtises. Les classements Hello, exactement. Donc, tu as différents types de compétitions. Tu as des groupes qui vont créer même des tournois. J'ai déjà joué à un tournoi de 3 dice que j'ai perdu lamentablement. mais du coup, tu peux jouer. Exactement. Mais tu as aussi un système pas de campagne, mais en gros, pendant une certaine période, tu peux jouer en mode tournoi et tu as un système de classement Elo. Et bien évidemment, plus tu arrives à battre de personnes, plus tu as un classement élevé. Plus tu bats des personnes qui ont un Elo élevé, plus tu gagnes de points. Et en gros, tu peux réussir à gagner comme ça des différents levels. Ok, donc tu peux level up un peu comme dans les jeux vidéo. Exactement. Un système de ranking, quoi. Ok. En fait, c'est du e-sport, mais sur du jeu de société. Ah oui, complètement. Et des gens prennent d'ailleurs la compétition très au sérieux. C'est très drôle. Bah, je me rappelle des tournois de belote, des vieux tournois de belote où déjà la compétition était sérieuse, particulièrement avec les anciens. Alors, je peux t'assurer que c'est la même chose. Je fais souvent des tournois de coinche. Si jamais tu tombes avec un partenaire et qu'il t'arrive le malheur de faire une erreur, je peux te dire que dans les commentaires, tu l'as tout de suite. Non, on vous l'a pas dit, mais Louise a 87 ans à peu près, hein, c'est ça. Hein. Les belotes, exactement. La coinche. Du coup, c'est génial parce que tu vois, ils ont même du coup adapté des vieux jeux, quoi. Finalement, c'est hyper diversifié. Tu as des jeux de plateau actuels qui fonctionnent bien, j'imagine des Seven Wonders et compagnie, et tu as des jeux comme la coinche et la belote aussi, quoi. Complètement. Ouais. Et alors, à l'inverse, moi, je me rappelle... Vas-y Nico. Ouais. Non. Vas-y. Non, moi, c'est vrai que moi, je joue aussi un petit peu sur Board Game Arena, et c'est vrai que moi, ce que je trouve super, c'est que ça te permet de supprimer un peu des barrières à l'entrée, donc notamment sur la mise en place du jeu, parce que des fois, mine de rien, c'est chiant, mais c'est con, mais on se dit, ok, j'ai pas envie de passer autant de temps à mettre en place Mysterium ou autre, j'en sais rien. Et l'autre point aussi, c'est que du coup, ça te retire un petit peu des efforts mentaux, dans le sens où ça calcule tes points pour toi. C'est vrai. Voilà. C'est génial. Ça évite aussi génial. À des gens comme Johan de tricher. Donc ça, allez okay. N'écoutez pas cet homme, c'est le diable. Il se fait David. En revanche, alors c'est pareil, ça dépend de la qualité d'adaptation. Il y a des jeux qui sont extrêmement bien adaptés, et puis il y a des jeux sur lesquels l'adaptation elle est moins bonne. Là, récemment, on a joué, en l'occurrence avec Louise, on avait joué à Sight, qui est un gros jeu de plateau, sur lequel je trouve que l'adaptation... Alors, j'ai pas joué au vrai. Par contre, j'ai trouvé que la lecture, la visibilité et l'ergonomie digitale du jeu, elle a été compliquée. C'était compliqué de voir ce qui se passait sur le plateau, ça demandait de zoomer, dézoomer. Alors, je crois que le jeu était en version bêta, donc comme les jeux vidéo, il y a des pré-tests. Donc peut-être, je l'espère, ça sera corrigé. Mais là, typiquement, je me dis, là, l'alternative, c'est d'aller jouer sur le jeu de plateau cette fois-ci et pas d'y rejouer en ligne. Je suis complètement d'accord avec toi. Parfait. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là, Louise. Sinon, juste pour acquiescer ce que tu dis, bien évidemment. Vous êtes nos experts jeux de société. Mais justement, du coup, moi, je me pose la question. Là, on se parlait de ceux qui étaient moins bien adaptés sur BGA. Donc, est-ce qu'il y a des jeux de société qui ont fait le passage à des jeux vidéo et qui ont justement été bien adaptés, où vous vous dites, ok, mais en fait, ça c'est top, ça apporte en plus, ou en tout cas, ça marche bien? Alors, là, déjà, sur les jeux de société, alors, c'est vrai que depuis le début, on parle de 2 types de jeux. On va quand même aussi réexpliquer. On a, pour ceux qui sont moins amateurs de jeux de société, il y a les jeux historiques. Les Cluedo, les belotes, les coinches, les Monopoly. Et puis depuis 25 ans, je pense, depuis Catan, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a ce qu'on appelle un nouveau volet qui s'appelle les jeux modernes. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on va voir d'autres jeux. Donc peut-être que vous avez entendu parler de Seven Wonders, de Catan, de Andor, de Wingspawn, de Small World. Donc ce sont d'autres jeux avec des mécaniques plus complexes. Ticket to Ride, en effet, les aventuriers du rail. On a d'autres catégories de jeux qui vont s'adresser à des publics différents et qui vont permettre de nouvelles expériences un peu plus travaillées, on va dire, qu'un simple jeu de lancer de dés comme est le Monopoly, qui est finalement une très bonne adaptation du CNET, a priori. Oui, finalement, tu vois, ça en découle 3000 ans plus tard. Et donc, c'est vrai que si vous regardez par exemple un store, si on prend l'Apple Store, on va retrouver beaucoup d'adaptations de jeux réputés. On va retrouver Risk, par exemple, dans les anciens, ou le Scrabble. On va retrouver Dune, Seven Wonders, Small World, Pathfinder, Wingspawn, etc. Moi, c'est ce que j'appellerais, pour la plupart, des adaptations améliorées. Ok, et pourquoi elles sont améliorées ? Déjà, comme Louise expliquait avec BGA, pour la plupart, maintenant, il y a des tutoriels. Donc, ça nous permet de prendre en main des jeux qui, parfois, peuvent être un peu compliqués, avec des aides d'apprentissage. Parfois, c'est même décomposé en
en niveau ou en sous-niveau. Je sais que l'adaptation du risque a ses différentes toutes petites missions pour appréhender les règles. Voilà, donc ça c'est un format qui marche bien. Et surtout, les jeux, ils sont enrichis. Par exemple, si on joue à Star Realms, qui est un jeu de deck building, ou si on joue à Dune, qui est un jeu de placement d'ouvriers, mais aussi de deck building, qui est un gros jeu cette fois-ci, pour les deux, on va retrouver bien sûr un tutoriel, mais aussi un mode campagne, qui n'existe pas D'accord. dans le jeu de base. Donc on va avoir des Hmm. règles particulières, on va avoir des scénarios, et donc on va avoir des modes de jeu qui vont être modifiés, qui ne sont pas permis par le jeu de société classique, et donc qui viennent être enrichis par le jeu vidéo. D'accord. Donc du Voilà. coup, ouais, toi, tu trouves que l'expérience elle est améliorée ou en tout cas elle apporte un petit plus par rapport, ou en tout cas des modes de jeu différents, etc. par rapport à ce que tu aurais sur une version classique, quoi. Ouais, voilà, alors ça fait pas tout. Mais disons qu'il y a un Ouais. effort qui est de j'adapte bien, déjà, pour que ça soit ergonomique. Si vous jouez à Dune, par exemple, ou à Star Realms, ce sont des belles adaptations. Et je simplifie l'accès avec des règles ludiques. Et derrière, après, je fais vivre aussi une communauté parce que je mets des défis, parce que je permets aussi un mode multijoueur en ligne pour certains. Sinon, je peux jouer contre l'IA. Certains jeux permettent de jouer en pass and play, où je joue et après je passe le téléphone à mon voisin qui lui aussi peut jouer sa manche. Donc tout ça, ça s'enrichit et ça permet de jouer un peu as you go, de jouer partout quand tu as envie, sur ton téléphone, avec une IA. Et puis, si tu as envie de jouer avec des copains, autant aller sur BGA, je pense, comme l'expliquait Louise. Carrément. Bon, du coup, ça permet aussi de répondre à un besoin aujourd'hui. C'est que, comme tu disais, play as you go. On a besoin peut-être plus facilement d'avoir accès à ces jeux de société parce qu'on a peut-être un peu moins de temps de se poser. On voit peut-être un petit peu moins les gens en physique parce que forcément, on est plus à distance. Donc voilà, je pense que ça répond peut-être aussi à ça. On est de plus en plus Mm. éloignés. Donc du coup, on va jouer soit aux jeux vidéo, soit aux jeux de société pour se retrouver ensemble, discuter et s'amuser. Je pense que ça répond à ce besoin aussi, quoi. Complètement. Et ça répond aussi aux besoins potentiellement de mobilité. Aujourd'hui, on bouge beaucoup et grâce à ce type de jeu, notamment de pass and play, ça te permet de pouvoir jouer dans n'importe quelle situation. On a tous notre téléphone maintenant à portée de main et de l'utiliser comme moyen pour amener au jeu, c'est top. Autre point par rapport aux adaptations, il y a un petit plaisir qu'on a, par exemple, pour ceux qui jouent aux jeux de cartes à collectionner, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Pour certains, ou même les Magic. Faut avouer que lorsqu'on pose sa carte et qu'elle se matérialise en 3D ou qu'elle fait un bruit, il y a un petit plaisir coupable, un peu le fantasme en fait qu'on avait quand on était enfant, qu'on jouait à ça. On Le l'a dans dragon les... blanc aux yeux bleus. Par exemple, en tout cas, pour certaines adaptations de jeux, Ouais. comme on avait pour Pokémon Stadium sur Nintendo 64, où on avait le jeu en soi est moyen, mais voir les Pokémon en 3D quand on était gosse, c'était l'aboutissement d'une vie. Comme on disait quand j'avais 8 ans, jouer à Pokémon Stadium et mourir. Euh, J'aime cette blague. Mais c'était incroyable Pokémon Stadium, quoi. Tu voyais tes Pokémon se matérialiser sous tes yeux. Mon Bulbizarre adoré. Eh ben, en tout cas, du coup, ça se fait aussi pour les jeux de cartes, sachez-le, et on a parfois des adaptations 3D, et ça, c'est un petit kiff qui a été permis par le monde virtuel. Top. Et du coup, moi, je suis hyper intéressée d'avoir votre avis justement. Dans quelle mesure vous pensez que le jeu de société a réussi à influencer le jeu vidéo ? Bah écoute, je vais commencer et je pense que ça l'a beaucoup influencé, surtout en fait sur tout simplement ce qu'est un jeu vidéo et quelles sont ses règles. Tu vois, parce que en fait, si tu reprends même les premiers jeux qui ont vraiment pris, hein, tu vois, du Space Invader ou du Pac-Man ou ce genre de choses, à la fin, tu as ce que tu retrouves sur un jeu de vidéo, c'est-à-dire une condition de victoire ou en tout cas une condition de scoring. Donc tu as ces choses-là qui sont revenues. Tu as aussi un parallèle à faire sur les manuels. Tu vois, un jeu de société, finalement, C'est tu as vrai. toujours ton petit Livret de manuel livret de règles. Effectivement, je cherchais le mot, merci. Et c'est pareil sur les jeux vidéo, ou en tout cas, c'était le cas à l'époque. Quand tu ramenais ton jeu de Super Nintendo ou de PlayStation, tu prenais d'abord ton temps pour lire ton manuel, pour bien comprendre les règles, et après seulement, tu te lançais dans ton jeu et tu l'appréciais. Donc vraiment, tu as tout ça. Et donc, globalement, en fait, je pense que la plupart des jeux vidéo ont d'abord eu leur source, enfin, ils se sont d'abord inspirés de ce qu'on faisait sur les jeux de société, également des jeux de rôle. Donc aujourd'hui, le jeu de rôle, c'est un type de jeu à part entière, hein, dans l'univers du jeu vidéo, mais faut pas oublier que c'est inspiré tout simplement, principalement de Donjons et Dragons. Donc ça a d'abord été adapté sur des jeux comme Ultima, où tu voyais que des écrans noirs avec des chiffres, etc. Et du coup, tu reprenais le même principe, donc tu avançais, tu rencontres
affrontes des ennemis potentiels, tu montes tes stats et tu fais des choix aussi. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a quasiment aucun jeu, en tout cas les gros jeux AAA, il n'y en a quasiment aucun qui sort où tu n'as pas un petit peu une mécanique de jeu de rôle et du coup qui est inspiré du jeu de rôle plateau, quoi. Ouais, grave, ne serait-ce que pour les arbres de compétences, le fait que tu level up et que tu débloques du coup des nouveaux personnages, les lores, bon alors c'est de l'heroic fantasy beaucoup, voilà, Ouais. initialement, Donjons et Dragons, après aujourd'hui le jeu de rôle dans la vraie vie, IRL, il y a toutes sortes d'univers, on peut jouer à 4 la mascarade sur des chats qui ont pris le pouvoir du monde, comme en effet à des jeux plus des univers qu'on attend un peu plus. Bon, Avec, j'y vais des aussi, Donjons tu et vois. Dragons. Tu penses à des Mass Effect, des choses comme ça, qui sont finalement des jeux de rôle, mais dans un autre univers, sur l'univers plutôt science-fiction, quoi. Et je vois un point de convergence entre les deux, là, pour revenir sur ce que tu disais, tu vois, avec les manuels et les règles du jeu. C'est des choses qui ont tendance de plus en plus à disparaître dans les deux mondes. Alors évidemment, dans les jeux vidéo, ça n'existe Ah oui. quasiment plus, les tutos sont intégrés, quand il y a tuto, sinon, généralement, le jeu te permet de le prendre en main progressivement. Et dans les jeux de société, de plus en plus aussi, on nous propose ne serait-ce que des QR codes pour avoir la règle en vidéo et ne pas s'embêter à lire pour ceux qui détestent ça. Complètement. Ou même d'ailleurs des premières parties types pour t'expliquer justement les différentes mécaniques du jeu sans vraiment jouer, mais tu as vraiment différentes manières de réussir à comprendre comment jouer. Non, c'est complètement vrai. Moi, je pense à Unlock, quoi, où vraiment c'est excellent parce que ça te permet de comprendre les règles en faisant. Voilà, c'est un jeu de société un peu escape game en jeu de société pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, la première fois que vous y jouez, vous avez une sorte de tuto qui est un jeu qui dure 5 ou 10 minutes. Et en fait, c'est très simple à suivre et à la fin, vous avez compris les règles du jeu, quoi. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur ce que tu disais au début, Nico, sur le fait que les jeux de société, les jeux vidéo se ressemblent de par justement les règles et les objectifs. Ce qui fonctionne aussi vachement, et ce que tu vois dans pas mal de jeux vidéo, c'est que tu as une partie du jeu vidéo qui est vraiment construit sur une mécanique de jeu de société. Je vais prendre l'exemple le plus flagrant, qui est Mario Party, et je pense que Nico, tu es le mieux placé d'entre nous trois pour en discuter. Alors, bizarrement, je suis pas un gros fan de Mario Party parce que c'est trop chaotique ce jeu-là. Tu vois, tu vas bien faire ton truc et à la fin, tu vas te prendre un -10 et tu vas finir dernier. Mais effectivement, exactement. Mais effectivement, par contre, c'est vraiment basé sur un jeu de plateau où tu lances des dés, tu avances, après tu fais des mini-jeux. Mais alors là, ouais, effectivement, c'est vraiment hyper inspiré du jeu de société et tu retrouves justement ce côté hyper convivial de jouer entre amis, quoi. Dans le même univers que Mario Party, qui est évidemment la référence, mais moi je me rappelle, je jouais à Titeuf sur Game Boy Color, et c'était un Mario Party-like dans l'univers des Titeuf, avec des mini-jeux. Il fallait faire tourner Vomito sur le tourniquet, c'est ce qu'ils vomissent dans le moins de temps possible. C'était très bien, je me rappelle d'avoir joué beaucoup petit. Mais je suis étonné, tout le monde a joué à ce truc-là en fait. Ah ouais. Parce que moi je le connaissais aussi, ma famille a joué. Enfin... c'est marrant quoi que ce truc ait percé. Bref, mais effectivement aussi du coup assez proche du jeu de société. Et toi, il y a un petit jeu que t'aimes bien aussi, je crois, Johan, qui s'appelle Balatro, qui est sorti cette année. Alors en effet, là c'est hyper inspiré d'un jeu très connu de cartes qui est donc le poker dessus, où dans Balatro en fait on va affronter, on va dire, des adversaires de poker à chaque fois. On va avoir une main de poker avec un peu plus de cartes que la base. Alors c'est pas le Texas Hold'em avec la rivière, c'est inspiré du poker où on a X cartes en main et il faut avoir la meilleure combinaison de cartes où on défausse une fois un certain nombre de cartes et après on regarde au niveau de sa main qui gagne et qui remporte le pot ou le pot en anglais. Là, le twist de Balatro, c'est que déjà on va avoir un nombre de défausses supérieur à la moyenne possible de cartes, une fois qu'on a sa main. Pareil, on va avoir une main qui est étendue, je crois que c'est une dizaine de cartes. Et pour gagner, il va falloir battre le score que va faire l'adversaire. Et en fait, ce jeu-là, il va intégrer des dynamiques assez rigolotes que moi j'aime bien. La première déjà, c'est qu'en fait, on va jouer plusieurs fois des combinaisons de sa main. Et donc, pour chaque combinaison, on va gagner des points. D'accord ? Si je fais une quinte flush, ça va rapporter X points. Si je fais une double paire, X points. Et là-dessus, il y a des coefficients multiplicateurs qui vont s'ajouter. Okay. Pourquoi ? Parce qu'entre chaque adversaire, on va gagner des sous. Et dans ces sous, on va pouvoir ou ouvrir des boosters, comme dans des jeux de cartes à collectionner. On va peut-être récupérer des nouvelles dames de trèfle, des nouveaux rois de pique, mais surtout, on va avoir des cartes améliorées qui vont augmenter les points, qui vont avoir des effets spécifiques. Et mieux encore, avec ces sous-là, on va pouvoir acheter des jokers qui vont nous permettre de tricher et qui vont changer toutes les règles de scoring. Par exemple, qui va nous dire, à chaque fois que tu joues une carte pique, tu vas faire x10 sur ton score.
où toutes tes cartes cœur sont dorénavant considérées comme des cartes carreaux. Et donc, en fait, au fur et à mesure, notre paquet de cartes il va être transformé. Et donc, on se retrouve avec un jeu qui s'appelle un roguelike, donc un jeu qui est difficile parce qu'on va perdre souvent, mais on va continuer à voir ce qu'on a déverrouillé. Et donc, on va pouvoir aller de plus en plus loin dans le jeu. Et moi, je trouve que c'est très cool, c'est très moche, mais qu'est-ce que c'est bien. Et moi, je suis impressionnée justement de comment ils ont réussi à faire juste d'un jeu de cartes, donc la chose la plus basique et la plus ennuyeuse apparemment, mais ils ont réussi à en faire quelque chose de vraiment addictif. Ah bah c'est un des jeux qui a fait sensation cette année. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que les gens parlent de Balatro, ils parlent tout le temps de la même chose. C'est Balatro a pris en main ma vie. Je ne pense qu'à C'est Balatro. Je joue à Balatro non-stop. Donc ouais, il y a vraiment un côté hyper addictif très réussi finalement. Avec assez peu de choses, ils ont vraiment réussi à faire un truc qui est assez excellent. Toi, t'es allé au bout d'un run complet, Yohan ? Oui, bien sûr. Ça se fait. Après, et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a. Alors, je ne sais plus le volume de cartes, mais il y a quand même pas mal de cartes à déverrouiller. Et je pense même après une centaine de runs, tu découvres encore des combinaisons auxquelles tu n'avais jamais pensé. Tu dis, tiens, mais j'ai jamais associé ce joker avec tel paquet. Et donc, tu te marres, tu es reparti pour un tour. On va voir ce que ça fait. Moi, c'est la première recommandation d'aujourd'hui finalement. Ah bah grave, Balatro, moi j'en ai pas mal dans les jeux de société. Balatro en inspiration, c'est top. Et surtout, je crois que là, il sort très bientôt sur les mobiles aussi et tablettes. J'ai vu une annonce, donc voilà, si vous êtes un joueur nomade, n'hésitez pas, c'est top. C'est ça. Vas-y Louise, je t'avais coupé. Pas de souci. Non, moi justement, je voulais juste rajouter sur le fait que le jeu de société influence le jeu vidéo grâce à une mécanique de jeu que moi j'adore, qui est le jeu à rôle caché. Vous connaissez tous forcément le loup-garou, qui est le monument du jeu de société autour justement du rôle caché, ou encore The Resistance, qui existe et qui fonctionne très bien. Et je vais vous donner un exemple de jeu vidéo qui reprend ça parfaitement et de manière incroyable, qui est Among Us. C'est impossible que vous soyez passé à côté de Among Us. C'est vraiment un jeu vidéo à rôle caché où on a justement deux équipes qui s'affrontent, une équipe qui doit réparer un vaisseau spatial, une équipe qui doit faire tout échouer et tuer les petits bonhommes. Et ça fait justement des parties incroyables avec des débats où on s'entretue parce que forcément, il y a des trahisons dans tous les sens. Et ça fonctionne super bien. Là-dessus, le jeu, il reprend alors, les rôles cachés, mais il reprend aussi ce concept de on est obligé, quand on joue au loup-garou à Résistance, à un moment, on a une table ronde où on doit éliminer quelqu'un et voter et débattre. Et ce système-là, il est repris de Among Us. Donc, on a un temps de débat pour voter et éliminer quelqu'un qui se traduit par une éjection du vaisseau spatial, tout simplement. T'as raison. Et il y a même d'ailleurs un mode de jeu dans Minecraft où tu peux justement jouer au loup-garou avec d'autres gens autour d'un feu de camp. C'est super bien fait. Je crois que sur Warcraft, il y avait ça aussi sur Warcraft 3 avec tous les modes en fait ouverts. On avait ce même système. Donc franchement, Among Us, on vous le recommande aussi. C'est clairement le jeu typique inspiré du jeu de société qui est mis en jeu vidéo et qui fait un carton. Par contre, on vous prévient, je pense que ça a brisé quelques amitiés parmi ceux qui l'ont utilisé. Ça a fâché quelques amis pendant quelques heures, quelques jours, mais après c'est vite passé. Louise aussi, tu nous en voudras pas, mais avec Nico, pour la préparation du podcast, on t'a fait jouer à un jeu qui pour nous représente une bonne influence du jeu de société, qui est Slay the Spire. Tu veux nous dire un petit peu ce que tu en as pensé et quelles sont les mécaniques en fait de jeu de société que tu retrouves dedans? Tout à fait. Alors avant de vous en dire un peu plus, déjà, Nico Yo, je ne vous remercie pas parce que je pense avoir perdu de nombreuses heures de ma vie sur ces dernières semaines à jouer à ce jeu complètement addictif. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Slay the Spire, ça reprend une mécanique de jeu de société très connue qui est le deck building, mais en ligne. Donc c'est un jeu vidéo, effectivement. Donc c'est un jeu vidéo sous forme de roguelike. Yo t'en avait parlé juste avant avec le Balatro. Mais justement, on a un deck de cartes qu'on doit utiliser pour réussir à battre des boss. En plus, il y a des choix stratégiques sur quel boss je veux rencontrer, lesquels je ne veux pas. Donc, c'est vraiment du combat au tour par tour. Et depuis, moi, je suis accro à ce jeu. Il a rien réinventé, mais qu'est-ce qu'il est efficace.
Donc on retrouve ces mécaniques de deck building où le deck building en concept c'est vraiment on commence avec un jeu de cartes de base et au fur et à mesure des manches on va pouvoir encore une fois comme Balatro avoir des sous ou des récompenses et on va pouvoir rajouter des nouvelles cartes à notre jeu. Donc là pareil ça va être des cartes d'attaque, de défense, de pouvoir, de plein de possibilités offertes avec un nombre de cartes énorme et des artefacts en plus de tout ça qui sont un peu les jokers dans Balatro qui vont twister les règles rien que pour vous. Exactement. Et justement, dans Slay the Spire, tu as aussi cette possibilité de commencer avec différents types de guerriers qui vont Oui. t'amener différentes possibilités et justement différentes capacités au niveau du combat qui sont hyper différentes en fonction des profils. Ouais, il y a de Vas-y. la rejouabilité du coup, j'imagine. À chaque fois, ça permet de retester avec un personnage différent. Ça va apporter un challenge tout autre et c'est d'aller au bout, quoi. Exactement. Et même quand tu ne réussis pas, tu réussis à récupérer de nouvelles cartes, de nouvelles fonctions, de nouveaux pouvoirs qui te permettent normalement de réussir plus facilement. Mais c'est assez compliqué de réussir. J'ai dû réussir 2 runs avec 2 guerriers différents sur les 5. Donc j'ai encore de belles heures devant moi. Tu es une petite noob Louise. Oui, je D'accord du suis. travail. Et moi, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, selon comment vous allez le prendre. Slay the Spire 2 sort en 2025. Oh bah c'est bien. Oh, Pour moi c'est une Donc, bonne nouvelle. préparez-vous. C'est vrai qu'on a un amateur dans l'équipe aussi de jeux plutôt narratifs avec des scénarios, avec des histoires. Ça tombe bien, il y a des jeux de société qui le font. Et il me semble que Nico, toi, tu as trouvé un bon hybride entre les deux ou des bons hybrides entre les deux. C'est ça, en fait, moi j'ai voulu tester pour cet épisode deux jeux qui en fait sont des jeux vidéo, mais dont le thème principal sont les jeux de société. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu plus. Donc le premier s'appelle Inscription. Donc c'est un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans de ça. Et en fait, le thème principal, ça va être aussi du coup un jeu de cartes un peu deck building, du coup assez proche de ce que tu viens de dire, tu vois, Louise. Donc au début, tu joues, t'es la première personne, tu te retrouves face à une sorte de personne que tu vois pas très bien dans le noir, et tu joues à tes jeux de cartes. Donc ça peut ressembler pas mal au Gwent, pour ceux qui connaissent de l'univers de The Witcher. Donc effectivement, tu dois poser tes cartes, faire le plus de points perdre le plus de points de vie à ton adversaire et t'avances. Après, tu as des choix à faire, etc. Sauf qu'en fait, c'est pas uniquement un jeu de cartes parce que du coup, entre plusieurs parties, tu peux te lever, te balader dans la cabane où tu te trouves. Et puis tu commences à voir qu'en fait, tu as des puzzles à résoudre, un petit peu comme un escape game. Et en fait, tu vois qu'en fait, finalement, tu es enfermé dans cette cabane, donc c'est un petit peu étrange. Et en fait, je vais rien spoiler plus que ça, mais en fait, le jeu devient beaucoup, beaucoup plus qu'un jeu de cartes. Et ça devient presque un peu plus une expérience horrifique, très méta, et surtout en fait qui va raconter l'histoire d'un jeu de cartes en fait, un peu un jeu de cartes justement, un jeu de cartes réel, avec un mec qui ouvrirait ses cartes Yu-Gi-Oh ou autre, et qui va finalement potentiellement se faire posséder. Enfin, je vous laisserai découvrir tout ça, mais c'est un jeu qui est hyper intriguant. Moi, je veux pas trop en parler parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Il est très surprenant, mais en tout cas, si un jour vous le trouvez en promo, ça peut valoir le coup de rien que de tester l'aventure. Ça a l'air très stylé. ouais, ça m'intrigue énormément. L'ambiance est très très bien en plus. Voilà, au niveau visuel, la musique, le sound design est incroyable. Tu vois, toi qui es un manipulateur de cartes, Yo, il y a un gros travail là-dessus. Et du coup, Donc c'est voilà un jeu pour qui est Inscription. disponible sur... Ouais, vas-y. C'est un jeu qui est disponible sur quelle plateforme? Alors, il est disponible sur PC, sur Switch. Je me demande s'il est pas aussi disponible sur PS4, tu vois. Donc, Ok. et c'est pas un jeu qui demande trop de ressources, donc je pense que ça peut tourner sur à peu près tous les PC. Voilà, c'est assez bien adapté et franchement, c'est hyper sympa. C'est un petit peu moins bien, j'ai envie de dire, vers la suite, vers la fin. Mais bon, rien que de tester l'expérience, c'est vraiment top. Super, super pour Halloween, par exemple, tu vois. Ça peut bien le faire. Voilà, et je vais enchaîner sur un autre jeu qui s'appelle Card Shark. Card Shark, du coup, c'est développé par des Anglais. Et en fait, ça se passe en France, dans le sud de la France. Je crois que c'est à l'époque de la Renaissance, il me semble, à peu près. Et en fait, le concept du jeu est assez intéressant parce qu'on va pas s'intéresser à comment jouer à un jeu de société, on va s'intéresser à comment tricher au jeu de cartes. Un jeu pour Johan, ça. Cette réputation, c'est usurpé au possible.
Exactement. Donc voilà, donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait on joue, je crois, quelqu'un qui est muet, si je dis pas de bêtises, j'ai juste fait le début du jeu. Et en fait on va rencontrer par hasard quelqu'un qui est un peu un roublard, quoi. Et du coup, lui, son job, c'est d'aller dans les différentes tavernes, de se faire inviter chez les nobles du coin, de jouer à différents jeux de cartes avec eux, au poker et autres. Et après, derrière, de mettre en place des stratagèmes pour que, voilà, on regarde par-dessus les cartes des autres et on va signaler pour la façon dont on va mettre notre main sur la table ou ce genre de choses. Et il y a aussi pas mal de mécaniques inspirées, je pense, des tours de magie, notamment sur les tris des cartes, etc. Donc c'est assez sympa parce que vraiment c'est très dur par contre parce qu'il faut se concentrer à la fois sur les manipulations et sur les cartes à observer, etc. Mais le concept est très fun. Donc Voilà écoute, pour ça a l'air aussi top. Alors, je tiens à préciser une règle, je ne suis pas un tricheur, j'ai fait de la magie et malheureusement pour moi, il faut savoir, alors c'est un appel à toute la communauté des magiciens, ne vous faites pas accuser de tricheur. Voilà. Les magiciens ne sont pas des tricheurs, ce sont des gens qui favorisent un imaginaire. Parce que tu vois, je me suis posé la question en jouant au jeu parce que je me suis dit, mais en fait, là, je suis en train d'apprendre des astuces de magicien, quoi. Si tu t'apprennent l'empalmage, par exemple, je pense que oui, dans les triches, ça doit jouer. C'est une technique de magicien, mais aussi de tricheur, en effet. Je pense que ça doit y être parce qu'il y a vraiment ce côté où à chaque fois, en fait, tu te retrouves, tu vas avoir dans une roulotte un mec qui va à chaque fois t'apprendre de nouvelles techniques et il t'explique comment mettre les cartes, la faire dépasser un peu, enfin ce genre de choses. Donc ça m'a fait beaucoup penser au jeu de magie. Cool. Il y a un autre univers qu'on n'a pas exploré encore du jeu de société, c'est tous les TCG, les Trading Card Games, donc les jeux de cartes à collectionner. Le plus emblématique de tous et le plus connu, c'est Magic l'Assemblée, Magic the Gathering, comme on dit aux Amériques. Voilà, mais évidemment derrière on a eu tous les Pokémon, les Yu-Gi-Oh, les Lorcana récemment, Altered qu'évoquait Louis juste avant. Donc c'est un univers qui est très riche et c'est un univers aussi qui a énormément influencé le jeu vidéo dans deux sens. On parlait des adaptations, bien sûr, on peut jouer à Magic, par exemple, le plus connu dans le monde virtuel. Il y a des twists, pareil, c'est enrichi, on peut voir des cartes en vrai, les personnages peuvent parler, parfois on peut avoir des campagnes, donc c'est tout de suite très sympa. Et puis, il y a surtout des studios qui ont fait le choix de développer leur propre jeu de cartes à collectionner en ligne. Et il y a deux exemples très forts. Il y a Blizzard, par exemple, qui a sorti Hearthstone dans l'univers de Warcraft. Et puis, on a Riot Games qui a sorti Legends of Runeterra dans l'univers de League of Legends. Et ce sont deux excellents jeux de cartes à collectionner. Tu recommandes aussi Legends of Runeterra parce que je savais que tu étais un gros joueur d'Hearthstone. Mais ouais. C'est très bien, c'est juste que c'est peut-être plus difficile à prendre en main. C'est un peu plus complexe. D'accord. Hearthstone, comment dire ça ? Bon, c'est parenthèse, Hearthstone c'est plus accessible, même si maintenant il y a énormément de mots-clés. Mais je crois qu'Hearthstone, il y a beaucoup de saisons avec beaucoup de nouvelles cartes. Dans Runeterra, tu peux rapidement avoir beaucoup de cartes. Donc ça va plus se jouer sur ta manière de faire ton deck que Hearthstone. À un moment, il va falloir ouvrir des boosters, il va falloir mettre des sous dans le jeu, ou alors jouer beaucoup pour avoir beaucoup de boosters. Et ils veulent toujours tous nos deniers. Hein. Voilà. C'est pas possible tout ça. Et là, justement, ils ont très bien adapté les jeux. Enfin, en tout cas, ils sont très bien inspirés. C'est que oui, on retrouve des règles différentes, mais on a ces notions de j'ai des points de vie, il faut que l'adversaire il arrive à 0. Pour ça, je vais avoir des enchantements, des rituels, des sorts, des personnages. C'est des jeux qui vont jouer au tour par tour. On va aussi avoir une gestion du mana, donc qui est la ressource qui va nous permettre de poser des cartes. Et là où ils ont été extrêmement forts, principalement sur Hearthstone, c'est qu'ils ont recréé la même ambiance et la même attente lorsqu'on ouvre un booster de cartes. Il faut savoir que dans ces jeux-là, en fait, on n'a pas accès à toutes les cartes, il y a une part d'aléatoire, et donc pour compléter les decks de base, on va payer. Dans la vraie vie, on va acheter des boosters, des sets de 5 à 15 cartes en fonction des jeux. Et donc là-dedans, on a des cartes aléatoires, avec plus ou moins de rareté, qui ont d'ailleurs une valeur marchande. Et dans Hearthstone, et dans tous ces jeux-là, c'est pareil. Et le moment, il est très scénarisé, puisque dans Hearthstone, on a des voix. Hearthstone, il y a une voix du maître d'auberge qui est un qui parle comme ça. Et typiquement, lorsqu'on va tirer une carte légendaire, dans un booster, on va avoir le droit à légendaire. Et là, on est tout content. Voyez. Mais il y a la même adrénaline. Attends, Yoann, c'est toi qui fais la voix dans le jeu, non ? Chut, c'est un secret. C'est aussi le Murloc. C'est aussi le Murloc.
Et là où les On jeux les a sont perdus là, on a enrichis- perdu toute notre audience. Je suis Non, je désolé. pense pas. Au contraire, ça va faire Je venir des pense nouveaux qu'ils gens. sont honorés justement de découvrir qui est la personne qui se cache derrière les bords. Il y a un autre point sur lequel je veux revenir aussi que je trouve hyper important, c'est que là, le jeu vidéo va permettre des possibilités sur les jeux de cartes à collectionner qui ne sont pas possibles dans la vraie vie. Par exemple, il y a des mots-clés dans tous ces jeux-là. Les cartes ont des effets particuliers quand on les pose. C'est ce qu'on appelle des mots-clés. Un cri de guerre, par exemple, c'est quelque chose qui va se déclencher quand on pose la carte. Des serviteurs qui vont avoir provocation, c'est des serviteurs qu'on va être obligés d'affronter avant de faire autre chose. Et là, si on prend Hearthstone, par exemple, il y a un mot-clé qui peut être appel. Le mot-clé appel, il va dire que lorsqu'on joue une carte qui a appel, le jeu va aller chercher dans notre deck une créature et va la poser sur le plateau. Si j'ai appel, D'accord. invoque une bête de votre deck, donc il va prendre une carte aléatoire de mon deck et il va la poser sur le plateau, ce qui ne serait pas possible dans la vraie vie, puisque ça voudrait dire qu'il faudrait que je regarde dans mon deck où sont mes bêtes, que je remélange, etc. Mais mieux, il y a des mots-clés qui ont été créés spécialement, par exemple découverte, le mot-clé, découvrir une carte de Hearthstone, c'est on va avoir le droit à 3 cartes qui ont été générées aléatoirement parmi toutes les cartes du jeu, et j'en choisir une que je vais ajouter dans ma main, par exemple, ou poser sur le plateau. Donc lorsqu'on sait D'accord. qu'Hearthstone a une base, par exemple, de cartes, je sais pas, d'à peu près 2000 cartes, ça donne des possibilités en fait d'aléatoires qui ne sont pas permis avec le vrai jeu de cartes, et donc là, ça vient enrichir l'expérience. Et ça, c'est très chouette. Ouais, parce que ça vient vraiment t'apporter quelque chose de totalement différent. Et puis surtout, peut-être t'engager encore plus, te faire revenir, vraiment te pousser à y jouer régulièrement et avancer, quoi. Voilà, et puis après, le jeu a une grosse communauté. Ils ont développé plein de modes de jeu à Ouais. part. Il y a les parties traditionnelles, il y a les arènes, il y a les champs de bataille, il y a des jeux solo. C'est devenu un univers à part. Donc, si on n'aime pas le jeu traditionnel, il y a au moins 5-6 jeux dedans qui sont des dérivés. Il y a des Donc, grosses il y a de compètes quoi aussi s'amuser. de Hearthstone. J'ai découvert que c'était Ouais. assez tourné e-sport. Hein. Et ils jouent dans une Complètement. taverne d'ailleurs, je crois, sur la compétition Blazer, C'est sur la compétition Blizzard à la fin. C'est vrai. Ouais. Excellent. C'est assez rigolo. Pousse le roleplay jusqu'au bout. Et en termes de techno aussi, on parlait d'évolution technologique. Quelque chose qu'on reproche aux jeux vidéo de base dans les jeux de cartes, c'est qu'on ne peut pas faire d'échange Hearthstone Runeterra, on ne peut pas échanger ses cartes avec ses potes, ce qui est possible dans la vraie vie. Ouais, Quand d'accord. vous êtes déjà petit Pokémon, vous faisiez des échanges de cartes, en théorie. Voilà. Et donc, il y a de plus en plus de jeux qui vont se baser notamment avec des NFT derrière. Pour permettre l'échange d'actifs virtuels, donc de cartes virtuelles entre les joueurs, et dire tu es propriétaire de cette carte, tu me la donnes, je te donne l'autre, et on a quelque chose qui est écrit quelque part comme quoi on a fait ce transfert de propriété. Et donc il y a plein de nouveaux jeux Ok. qui tentent leur chance. Par exemple, il y en a un nouveau là, qui s'appelle Gods Unchained, qui bosse avec la monnaie Ethereum, donc la monnaie virtuelle Ethereum, et qui permet de mettre en place ce système de propriété sur les cartes et d'avoir Ouais. une marketplace en fait dédiée entre les joueurs. D'accord. Et tu sais si ça a un petit peu pris ce truc ou... Aucune idée. Je Pas sais trop, en plus ouais. que le jeu, au-delà d'avoir des échanges, tu peux gagner de l'argent en jouant. Un peu comme quand tu Ouais. fors du Bitcoin, là, tu as des chances de, je sais plus, je vais dire une bêtise, mais je crois que tu as des chances de générer de l'Ethereum en jouant. Donc, plus tu joues, plus tu t'enrichis. Et ça, c'est quand même super s'enrichir en jouant. Je crois qu'il y avait un des directeurs d'une des grosses boîtes de jeux vidéo actuelles, je crois que c'était chez Ubisoft ou quoi, qui avait dit mais c'est super, vous allez jouer, en plus vous allez pouvoir gagner de l'argent, c'est incroyable. Mais ils ont pas compris qu'on jouait pas pour ça. Perso, moi, si je pouvais gagner ma vie en jouant, je le ferais. Ouais, mais est-ce que du coup tu t'amuserais parce que du coup tu le ferais, ça deviendrait une sorte de tu vois, ça deviendrait une sorte de travail en fait, Ouais, c'est comme non, si non, tu non. vas Tu sais que j'avais enseigné en école de e-sport à un moment, Oui. Justement, tu voyais les jeunes se focaliser sur un jeu précis avec des cours sur ce jeu, et C'est en ça. fait, ils jouent à ça plusieurs heures par jour. Donc à un moment, tu peux te poser la question de est-ce que ma passion, elle disparaît pas et comme tu dis, tu vas passer cette notion de encore League of Legends, j'en ai marre. C'est Bah, ma millième clairement. game cette Ça semaine. devient, ouais, c'est sûr. Nickel. Bon, merci Yoann pour tout ça. Moi, j'ai fait une petite transition un peu moins importante en fait. C'est sur ce que j'appelle les jeux dans le jeu. Parce que là, tu parlais de jeux de cartes, donc la transition est bien faite. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeux vidéo dans lesquels on va retrouver des jeux de société qui sont totalement créés pour cet univers-là. D'ailleurs, je pense que l'intérêt principal, c'est surtout de ça, de créer un univers, de le rendre plus pertinent, plus réel. À partir du moment où j'ai des jeux dedans, c'est peut-être que j'y crois plus. Donc, il y a Final Fantasy qui a beaucoup fait ça. Donc, ils ont avec plus ou moins de succès. Il y a le Tetra dans FF9 qui est que moi j'aime pas du tout, mais celui de Final Fantasy VIII est très réputé. Le Triple Triad, c'est un truc qui marchait bien.
Dans Mass Effect, tu as le jeu Caravan, et dans Star Wars Knights of the Old Republic, tu as le Pazak, qui je crois du coup est inspiré pour le coup du jeu que tu vois dans les films et les séries Star Wars. T'as le Gwent qui avait beaucoup pris aussi dans The Witcher. Yes. Et je sais que tu avais aussi dans Red Dead Redemption, tu peux aussi aller dans des tavernes, dans des saloons et jouer au poker. Et j'avais vu des histoires de mecs qui en fait disaient ouais, en fait, moi je suis un fan de Red Dead. Et en fait, quand tu creusais, le mec il passait juste des heures à jouer au poker dans Red Dead Redemption. Mais voilà, donc du coup, c'était intéressant de voir cette partie-là. Et petite anecdote, moi du coup, c'est Luigi qui m'a appris à jouer au poker. Oh, la chance. Oh. Parce que sur Super Mario 64 DS, il y avait plusieurs mini-jeux. Et il y avait un petit mini-jeu où justement, c'était basé sur les règles du poker. Donc c'est là que j'ai appris à savoir ce que c'était qu'un brelan, une canne flush et autres. T'es prêt pour jouer à Balatro maintenant, Nico? Exactement. Donc Merci, je vais Luigi. Merci Luigi pour me lancer sur Balatro. Et je voulais juste mettre un tout petit mot aussi sur un jeu que j'ai testé récemment qui s'appelle Lost in Play. C'est un petit jeu un peu point and click qui se finit en 3-4 heures. Un peu style graphique Elisa de la jungle ou Désenchanté. Ok. Voilà, donc ça fait un petit peu cartoon. Et en fait, ce qui est assez intéressant, je m'y attendais pas du tout, c'est que ils ont créé des micro-jeux de société dans ce jeu-là pour un peu diversifier les mécaniques. Donc c'est pas tout le temps à aller essayer de trouver un moyen pour récupérer une clé et ouvrir une porte. Il y a plusieurs fois où pour avancer, il faut que tu battes un gobelin à une sorte de dérivé du jeu de dames, ou aller affronter quelqu'un dans le ventre d'une baleine en jouant à une sorte de puissance 4. Ok. Enfin voilà. Et c'est assez bien implanté. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'en fait là c'était le but de mettre ça. Je pense que c'est juste de tourner autour de. C'est vachement tourné autour de l'imagination des enfants. Et donc du coup les enfants ils s'inventent des histoires et ils jouent à des petits jeux de société aussi du coup à l'époque. Donc ça permettait de diversifier les mécaniques de jeu. Dans les jeux que tu citais, tu as parlé du Gwent, et Ouais. je sais que le Gwent, ça a eu un énorme succès parce que donc dans l'univers de The Witcher, hein, donc un jeu de cartes avec des règles un peu spécifiques, je passe. Mais le Gwent, il a tellement eu de succès qu'il a été adapté en jeu à part. Donc on peut jouer au Gwent sans avoir The Witcher. On peut y jouer D'accord. sur mobile, on peut y jouer, je crois, sur PC, on peut y jouer un peu partout. Donc c'est possible de tester, et je ne peux pas m'empêcher de vous lire une définition que j'ai trouvée sur qu'est-ce que le Gwent? Musique d'ambiance. Le Gwent a été inventé par des nains et perfectionné au fil des siècles sur les tables de taverne. Gwent est un jeu d'une grande simplicité et d'une profondeur extrême. Un jeu apprécié à la fois par les voyageurs fatigués de la route pendant des longues nuits autour du feu de camp, mais aussi par les nobles élégants qui cherchent à animer de trop longs dîners. Voilà. Très belle définition, merci Johan. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de doubleurs ou de conteurs pour C'est vos génial. films, vos jeux vidéo. Nous avons Johan. Je ne double que les nains, donc pour ceux qui jouent à Nidavellir, on peut jouer à Nidavellir tous ensemble. Ça ne Encore un compte beau quand jeu de même société. que pour un. Belle référence. Vous ne passerez pas. Et je passe la parole à Louise sur ces belles- Merci pour cette transition. le cadeau. Incroyable. Incroyable. Je sais même pas comment je pourrais être à la hauteur pour continuer la suite. Non, mais moi, du coup, ce qui m'intéresse, parce qu'on a vu l'influence du jeu de société sur le jeu vidéo, mais moi, notamment au travers des nombreuses parties que j'ai pu faire sur plein de jeux de société différents, je vois aussi l'influence que le jeu vidéo réussit à avoir sur le jeu de société sur plein de différents aspects. Ok. Déjà sur le premier, notamment au niveau de la définition, on avait un petit peu opposé le jeu vidéo avec le jeu de société, notamment avec le nombre de joueurs qu'on pouvait avoir. C'est vrai que le jeu vidéo s'est d'abord construit en étant plutôt un jeu solo, même si aujourd'hui c'est plus du tout Oui. le cas. Eh ben, c'est l'effet inverse sur le jeu de société. Le jeu de société, de par son nom déjà, était notamment un jeu à plusieurs, et aujourd'hui c'est de moins en moins le cas parce qu'on a une explosion du jeu solo. Notamment avec le nombre de jeux de société qui sortent en ayant un mode solo, mais aussi les jeux de société qui sortent en étant exclusivement jeux solo. Je peux donner mon exemple personnel avec mon tout premier jeu solo que j'ai acheté il y a peut-être 1 an maintenant. Ok. C'était Les Fiefs de Norbois. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu qui a l'air tout mignon comme ça, non? Il est très mignon au niveau de la DA. On est vraiment sur un jeu qui ressemble à un jeu pour enfants, presque. Mais au niveau des mécaniques, pas tant que ça. Donc, Les Fiefs de Norbois, c'est un petit jeu de cartes en solo
le thème est aussi mignon que les illustrations, puisque justement, on doit réussir à retrouver la paix avec différents animaux qui représentent les différents maîtres de la forêt. Et du coup, c'est vraiment un jeu de pli où on doit réussir à battre, mais de manière très pacifique, puisqu'on est toujours dans un univers très mignon, mais les différents chefs de clans animaux via différentes mécaniques de jeu. Ok. Donc c'est un jeu qui paraît très simple au niveau de l'explication, parce que c'est un jeu de cartes avec des couleurs, avec des numéros, mais la mécanique fonctionne super bien, et moi en tout cas, ça a été le premier jeu qui m'a emmené dans le monde du jeu solo. Dans le jeu solo, par exemple, moi j'ai Palm Island, pareil, un jeu de cartes solo à la maison. J'ai Paper Up Dungeon et j'ai même, par exemple, je sais que Terraforming Mars, qui est un gros jeu de plateau, il intègre un mode solo qui est extrêmement dur. Voilà, je n'ai jamais réussi. C'est vrai. Impossible. Faudrait que je le tente. Mais c'est toi qui m'as fait découvrir Terraforming Mars en plus, Yo. Yes. Et du coup, est-ce que c'est des jeux justement qui se focalisent un peu plus sur ce côté-là? Comme on n'est pas sur le côté convivial, on va essayer de plus vous challenger sur la réflexion, la prévision à long terme, tous ces éléments? Complètement. C'est ça. Et c'est justement, c'est là où on retrouve toute la force du jeu solo, c'est que justement, le jeu arrive à te faire réfléchir sur des Ok. problématiques plus ou moins différentes en fonction de la mécanique de jeu. Mais je trouve que c'est super fort de réussir à créer un peu ce bouillon de cerveau, le Ce fait bouillon de de cerveau. secouer ses neurones pour réussir à trouver la solution du jeu. Stylé. Et c'est souvent des jeux orientés scoring, hein, très clairement. En plus. Le but, c'est ou d'atteindre un score ou de faire ton meilleur score possible, comme si tu jouais sur une borne d'arcade, D'accord. Nico. Ok, nickel. Complètement. On avait déjà joué aussi à des jeux de société un peu hybrides, hein, où du coup tu utilisais ton portable ou autre. Je crois que vous êtes un peu les experts. Complètement. Là-dessus, je peux te citer plein d'exemples et je trouve que de plus en plus, les éditeurs de jeux de société réussissent à intégrer la technologie au sens large, donc notamment avec le téléphone ou la tablette, mais dans la mécanique du jeu de société. Pour moi, le meilleur exemple, et je sais qu'Yo ne me contredira pas, mais c'est Unlock. Ouais. Unlock, on en a parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, donc c'est vraiment un jeu d'enquête qui utilise notamment le téléphone pour aider à la résolution de certaines énigmes, de réussir à trouver certains indices, et c'est extrêmement bien intégré au jeu. On n'a vraiment pas l'impression que le téléphone est gadget et accessoire à côté, mais vraiment fait partie intégrante de l'immersion au niveau de la résolution des énigmes. Ouais, pour en avoir fait quelques-uns, j'ai eu l'impression que c'était de plus en plus intégré aussi. Il y a de plus en plus de mini-jeux ou de mécaniques à faire sur le téléphone pour avancer dans le jeu Unlock, quoi. Et parfois, on retrouve même des sortes de mini-jeux vidéo dans l'application pour progresser sur le jeu de société. C'est vrai. En Et ils fonction des arrivent à être scénarios. super inventifs en plus. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc les Unlock, à chaque fois, c'est 3 histoires différentes avec 3 énigmes, enfin 3 C'est des grandes escapes, histoires hein. différentes. Exactement. Ouais. C'est des escapes à la maison. Et à chaque fois, on est vraiment sur des univers qui sont complètement différentes. Et quand on utilise l'application, c'est toujours d'une manière inédite. Et l'appli est thématisée. Si vous faites un escape dans la jungle, l'appli va mettre une musique sonore, un fond sonore de jungle. Les icônes vont changer, les possibilités aussi. Donc ça, c'est un beau travail d'intégration, en effet. C'est vrai. C'est vrai. Et il y a un autre jeu aussi d'enquête qui intègre très très bien le téléphone. C'est Chronicle of Crimes. Donc c'est un jeu d'enquête où le téléphone va servir sur plusieurs aspects différents. Exactement. Ouais. Pour inspecter le lieu du crime, pour interroger les différentes personnes, pour décider justement quels sont les indices qu'on arrive à trouver sur le lieu du crime. C'est très bien intégré aussi. Dans le type aussi de choses hybrides, il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Tracks. Ou Tracks, pareil, on va essayer, je crois, alors j'ai plus le scénario, je crois qu'on va, pareil, c'est un jeu d'enquête, Tracks, sur lequel on va reconstruire des histoires à partir de bandes sonores. Donc le téléphone va nous permettre de diffuser des bandes son, et donc ces bandes son vont nous servir d'avancer dans le jeu vont nous servir pour avancer dans le jeu de société. Complètement. C'est un jeu coopératif où justement, à travers de bandes son, tu dois réussir à retracer l'histoire et à essayer de justement démanteler et de résoudre l'énigme et l'enquête qui doit se faire. On est un peu à mi-chemin entre un micro-macro, pour ceux qui connaissent Micro Macro City, où justement là, c'est la vue
qui est demandé pour pouvoir réussir à retrouver l'enquête et à Mhm. résoudre les enquêtes. Là, ici, en revanche, on est vraiment sur le son et l'audio. Sur Louis. Oui, et non pas Dédicace à Louise. tous les Louis qui nous écoutent. Et à toutes les Louises. Merci. Et moi, je voulais marquer sur le conducteur jeu Legacy, mais je sais pas ce que c'est. De quoi on parle? Alors, un jeu Legacy, c'est un jeu qui se poursuit sur plusieurs moments. Pour D'accord. moi, c'est aussi une influence du jeu vidéo sur le jeu de société, puisque Mhm. justement, on reprend un peu cette mécanique du jeu vidéo où tu avances level par level, tu explores de nouveaux mondes au fur et à mesure. Le jeu Ok. Legacy, c'est la même chose. En fait, c'est une campagne où tu avances au sein d'un jeu de société. Je sais que toi, Yo, t'en as fait pas mal récemment. Ouais. Récemment, j'ai surtout fait Pandémique et Clank. Pandémique, jeu coopératif sur lequel il faut affronter une pandémie très proche de certains événements. Et Clank, un univers un peu Donjons et Dragons rigolo où on doit aller chercher les trésors et sortir avant de se faire croquer par un dragon. Et pareil, sur l'influence du jeu vidéo qu'il y a derrière, c'est surtout, Nico, que ce que tu as fait à la première partie a Ouais. une influence sur la suite. Donc c'est comme en fait dans un jeu vidéo où à la fin de ton premier niveau, tu as débloqué des nouvelles compétences, bah, tu vas pouvoir utiliser ces nouvelles Bien sûr, ouais. compétences pour avancer dans la suite de ta campagne de jeu de société. Et est-ce que du coup, c'est lié aussi à une histoire globale? Peut-être ça dépend peut-être des jeux, mais en Alors gros, est-ce souvent qu'à la c'est très, fin, souvent c'est très scénarisé par rapport à des jeux ouais. normaux. Il y a un gros enrobage narratif qui fait que bah, l'histoire elle se tient sur... c'est un certain nombre de sessions. Par exemple sur le dilemme du roi, Ouais. je crois que c'est 10 sessions de 1 heure à peu près, donc tu fais 10 heures de campagne quoi, pour finir le Ça, jeu. c'est un truc qui est assez récent, quoi. C'est un truc qu'on voyait pas avant. Avant, le jeu de société, effectivement, tu jouais ta partie, tu terminais, et après, tu reprenais une autre fois plus tard, mais il n'y avait pas de fil narratif. Là, j'ai l'impression que ça fait avancer les choses, quoi. Il y a des jeux qui se construisent là-dessus, tu vois. Moi, j'ai joué Ouais. à. Enfin, je sais pas quelle est l'influence de qui. Toi, les jeux d'aventure dont vous êtes le héros à la base, c'était des livres où Oui. on faisait des Oui, c'est choix. vrai. C'est évidemment le jeu de Mm. société leur prend, le jeu vidéo leur prend énormément. Mais par exemple, il y a un jeu qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Time Stories, où Time Stories, on fait donc un voyage dans le temps et c'est très inspiré du jeu de rôle, on va avoir un certain nombre de tours pour résoudre une situation, une enquête ou trouver une information précise. Et en fait, dans le jeu, Ouais. on va disposer des cartes en face de nous, par exemple 4 cartes, et ces 4 cartes, en fait, c'est une vision de ce que voit notre personnage. Donc si on est dans un D'accord. salon, la carte de Ok. gauche c'est la partie gauche du salon, puis en face côté gauche, en face à droite, Oui. la partie droite. Et donc les cartes qu'on va piocher vont nous permettre aussi d'avancer. Et donc là on Mhm. est un peu dans le jeu de société à la première personne. Pour Ah faire ouais, le carrément, pont. ouais. Donc, tu reprends carrément ce genre de vue, quoi. Ouais, ok. Et c'est bien fait? Ouais, bah ouais, c'est bien fait. C'est des jeux qui ont très bien marché. En fait, c'est pareil, c'est bien fait parce que c'est très inspiré du jeu de rôle. C'est un peu un die and retry, c'est-à-dire que c'est très rare d'aller au bout la première fois. Donc, on Oui. repart du début parce qu'on refait une nouvelle partie, mais avec tout ce qu'on a retenu en information D'accord. pour Ok, ouais. terminer le jeu. Et surtout, c'est hyper narratif. C'est des jeux avec des gros scénarios. On est très proche du jeu de rôle, en fait. Nickel. Il y a aussi des jeux vidéo qui ont été adaptés en jeux de société, il me semble. Ouais. Et bien voilà. Merci beaucoup. Et bonne Voilà, soirée. merci à vous. Non, mais oui, effectivement. Donc là, du coup, on peut peut-être faire le point sur le fait qu'il y a carrément des jeux vidéo qui ont été tout simplement adaptés en jeux de société de fait de leur succès. Donc on a quelques exemples. Je crois qu'on parlait de Slay the Spire, c'est ce qui s'est passé, non? Oui, exactement. Donc en fait, à la base, Slay the Spire est un jeu vidéo inspiré grandement d'un jeu de société, mais ils ont fini par réussir à créer un jeu de société, donc basé Ok. pareil sur un deck building qui fonctionne plutôt bien. Mais moi, il y a un exemple que je voulais citer, notamment, c'est celui de Dorf Romantique, qui est Ouais. un jeu vidéo qui est sorti début des années 2020, me semble-t-il, qui a réussi à avoir son petit succès. On est sur un jeu vidéo plutôt calme, où on est sur de la pose de tuiles, etc. Donc déjà un jeu vidéo qui reprend pas mal des aspects du jeu de société. Mais il y a un an et demi, 2 ans, le jeu est sorti en jeu de société physique et il a d'ailleurs remporté un des plus grands prix du jeu de société, qui est le Spiel des Jahres. Euh, et en tout Jeu de cas, l'année, quoi. exactement, le jeu de l'année pour nos amis allemands. Et qui réussit justement à transformer ce jeu, qui est un jeu coopératif de placement de tuiles. En plus, qui est un jeu un peu atypique, parce qu'au niveau
de la mécanique pour gagner. On n'est pas sur gagner contre les autres. On ne peut pas perdre. En fait, c'est un D'accord. niveau, un nombre de points à atteindre. Donc, c'est un jeu qui est quand même intéressant de par sa mécanique et qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de trouver dans les jeux à la fois coopératifs ou compétitifs. Et puis qu'un jeu vidéo adapté en jeu de société devienne jeu de l'année, enfin ça montre quand même qu'ils ont fait du gros travail, quoi. Et bah, tu vois, moi je me pose la question parce que justement, en fait, comment tu fais pour adapter ce genre de jeu? Là, je vois qu'il y a des adaptations comme Bloodborne, comme Fallout, comme Assassin's Creed, où en fait c'est des jeux qui sont quand même vachement tournés aussi sur, bah, tu rencontres des énormes boss, c'est assez cinématique finalement comme expérience. Donc je me dis, l'adapter en jeu de société pour que ça devienne fun, je pense que c'est pas un exercice facile et je pense qu'à mon avis, ils doivent se planter pas mal de fois. Donc, ouais, je sais pas trop comment sont faits les choix d'adaptation dans ces moments-là, mais Et c'est vrai que je crois que pour le coup, personne chez nous n'a joué à ce type de jeu, hein. On n'a pas joué à Slave non. Spire ou à Assassin's Creed en jeu de société. C'est sûrement quelque chose qu'on va devoir regarder de près. On n'a pas fait tous nos devoirs. Non, mais c'était trop long et surtout on est loin. Donc c'était pas facile pour nous. Exactement. Mais de ce que j'avais lu quand même, en fait tu as deux typologies de cibles. Il y a d'un côté des jeux qui vont être adaptés pour les gamers qui en plus jouent aux jeux de plateau. Donc qui eux vont Ouais. s'attendre vraiment à retrouver tout le lore du jeu, les histoires, des clins d'œil, des personnages connus, des mécanismes. Mais Ouais, il faut ouais, aussi ouais. rendre ça accessible aux gens qui ne connaissent pas l'univers. Donc si on joue à Bloodborne ensemble, il faut que D'accord. le jeu soit quand même suffisamment cool pour que même sans connaître l'univers, je passe un bon moment et que j'ai envie d'y rejouer. D'accord, ouais, effectivement, ça s'adresse pas aux ultra fans. En même temps, finalement, c'est assez logique parce que sinon, tu vas réduire ton audience fortement, quoi. Et puis ça Donc, coûte il faut cher de faire un développer un travail. jeu de société aussi. C'est vrai. Il y a un autre jeu que j'ai dans ma ludothèque et dont j'aimerais parler parce que je trouve qu'il est très inspiré et inspirant pour les adaptations Yes. de jeux vidéo en jeu de société qui s'appelle Time for Empire. Et Time for Empire, il a réussi à adapter en jeu de société un jeu qui est extrêmement compliqué, qui sont les jeux de stratégie en temps réel, par exemple comme un Age of Empire ou un Age of Mythology qui vient de ressortir D'accord. là. Donc on a des Ouais. ressources, on doit produire vite, faire des choix rapides pour prendre l'ascendant sur les autres. Évidemment, sur le jeu de plateau, souvent on joue au tour par tour et on ne joue pas en temps réel. Et là, le jeu D'accord. Time for Empire, il a une carte du monde sur laquelle on va avoir des unités militaires, évidemment, au départ, et on va pouvoir poser des bâtiments. Mais la ressource principale du jeu, c'est le temps. Et donc, toutes les actions qu'on va faire, elles nous coûtent du temps. Et donc, qu'importe ce qu'on fait en tant que joueur, on va devoir jouer des sabliers. Et donc, c'est un jeu qui se joue en temps réel, sur lequel, en fait, on va poser un sablier D'accord. pour développer une ressource, poser un sablier pour créer un bâtiment, poser un sablier pour influencer un leader. Quand l'autre, il est fini, on va envoyer une unité à la guerre, mais ça nous coûte du temps. Et j'ai trouvé ça génial d'adapter le temps en ressources de jeux de plateau. Bah ouais, puis ça en dit long sur notre société finalement. Est-ce que c'est pas notre ressource la plus précieuse? Quand on la C'est beau. dépense en jouant à un jeu de plateau, on est vraiment une société de fous. Non, mais effectivement, ça a l'air top. C'est combien de temps une partie de Time for Empire? En fait, vu que ça joue vite, il y a 3 âges de 10 minutes, je pense. 30 minutes, il faut juste compter la mise en place. Donc c'est ça qui est cool aussi. C'est pas très long. On retrouve vraiment ces sensations de faut tout gérer en même temps. Souvent, dans Age of Empire, on a l'alerte parce que notre village est attaqué, parce qu'on entend la cloche qui est donc nos paysans se font tuer, donc on retourne dans le village, mais pendant ce temps-là, on n'a pas géré une armée qui se baladait ou un bâtiment qui est en cours de développement. Ben là, c'est pareil. Il y a un moment, tu relèves la tête et puis tu te rends compte que ton village s'est fait décimer parce que les autres pions sont chez toi. C'est vraiment sympa. Mais c'est dingue que justement un jeu de société physique réussisse à retranscrire ça. Yes, c'est ce qui m'a plu dans le jeu, donc je vous ferai essayer quand vous viendrez à la Avec maison. plaisir. Et je crois que c'est français, c'était fait par des Dijonnais de mémoire. Ok. Ah bah Cocorico. super. Ouais, je suis chaud pour essayer. Le seul truc qui manquera, c'est, je sais pas si vous voyez dans Age of Empire, les sortes de prêtres, ils font wololo, wololo. Ouais, voilà, tu le fais mieux. Ouais, le roi de l'imitation ce soir. Exactement. Entre Ils les deux, font non, Wololo. Magnifique. Meilleur donc, crossover. ouais. Super. Bah, d'ailleurs, tu vois, en fait, là, intermède qui me fait penser, en fait, j'avais lu sur un mec sur Reddit qui disait qu'en fait, il s'était mis au board game, au jeu de société. Et en fait, il disait que ça lui avait ruiné, entre guillemets, sa vie de gamer de jeux vidéo. Parce que dans le sens où, en fait, c'était tellement engageant de jouer à un jeu de société, il faut que tu prennes des décisions, il faut que tu réfléchisses, etc. Que du coup, en fait, tous les jeux vidéo où tu es un peu pris par la main, tu vois, donc c'est vrai que t'as pas beaucoup de jeux, t'as beaucoup de jeux un peu comme ça, quand tu joues à un God of War actuel ou à un The Last of Us, etc. T'es quand même pas mal guidé. Et du coup, il disait, mais en fait,
je m'ennuie un peu, quoi. Enfin, franchement, j'ai envie d'être engagé plus, de faire des actions, réfléchir, et pas forcément suivre un truc comme c'est prévu pour moi, quoi. Et du coup, voilà, ce Intéressant. dont tu me parles là, le 4X, ça me fait penser à ça, parce que voilà, là, tu étais forcément ultra engagé dedans, tu peux penser à rien d'autre qu'à ton jeu et à ta ressource de Ah temps, bah quoi. ouais, tous les jeux vidéo en temps réel où en fait tu peux pas faire pause. Enfin, tu peux, mais il y a trop d'actions en parallèle qui se déroulent, je trouve ça hyper engageant. Ouais, En fait, ce carrément. monsieur, sans forcément jouer aux jeux de société, il faut juste qu'il change de style de jeu. Effectivement, probablement, il faut sûrement qu'il joue à d'autres trucs qui soient plus engageants que les trucs qui le mènent par la main du début à la fin. Nickel. Bah après, derrière, transition rapide sur tout ce qui est adaptation de licences. Dans les crossovers, effectivement, il y a énormément de crossovers entre jeux CC, jeux vidéo. Donc, il y a des Monopoly sur le thème de Zelda, sur le thème de Mario. Vous avez aussi Candy Crush qui est adapté. Après, il y en a qui sont assez pertinents. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Small World et qui a pris la licence Warcraft. Et pour le coup, l'univers est assez proche. On retrouve comment on appelle ça, Des pas des orques, ogres, oui, des des gobelins, paladins, des... Et par voilà. rapport à ça, d'ailleurs, j'ai une question pour vous, les garçons, parce que moi, je suis assez hermétique, justement, à partir du moment où je vois une licence sur un jeu, ça me donne plus des red flags plutôt que ça me donne envie de jouer au jeu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, d'être plus ouvert à un jeu parce qu'il y a une licence qui vous a attiré? Bah moi je pense que je suis un peu comme toi, quoi, parce qu'en fait j'ai l'impression que du coup ça va être un peu rentré au forceps, quoi, la licence, et que du coup ça va pas forcément être adapté pour ça. Enfin, je t'avoue que je vois pas ce que Zelda vient foutre à aller en prison. Enfin si, il va en prison pour c'est le coup, mais réadapté. avoir des rues et des sociétés, enfin des On trucs a comme ça. cancel Link. Ah, après, je vais nuancer, tu vois, parce que je me dis, ça dépend de l'éditeur. Moi, je vais regarder l'éditeur. Par exemple, Small World, l'éditeur, c'est Days of Wonder. Et Days of Wonder, généralement, ils font des bons jeux. Donc, je C'est me vrai. dis, si Small World, ils font en plus. Le nom est rigolo parce que c'est Small World of Warcraft. Donc, c'est très bien pensé. Ouais. C'est quand même inspiré sur un mécanique de jeu qui marche bien, qui est le jeu Small World, et qui est enrichi avec des nouvelles compétences que permet WoW. Je pense que c'est plutôt finalement un peu une extension. Tu vois, tu pourrais presque le voir comme ça, où il y a des twists de règles. Ouais. Et ça dépend de la qualité en fait. Il y a de tout. C'est pas forcément un red flag. Il y a des très bons jeux, je pense. Typiquement, Small World en Warcraft, il est honnête. C'est une bonne version de Small World. Ok. Non mais t'as raison. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à me dire on essaie de me revendre un autre truc. Parce que on intègre une licence jeu vidéo dans mon jeu de société pour que j'en rachète une autre version, mais je pense que ça peut être très bien fait par moment. Après, évidemment, tu peux acheter le Monopoly Compiègne si tu veux. Ça va t'influencer aussi. Je pense que vraiment, Monopoly, c'est le truc qui a été adapté à toutes les sauces. Il y a des Dragon Ball, il y a des Pokémon, il y a toutes les villes de France. Ça va au-delà du jeu vidéo, effectivement. Là, je pense qu'il n'y a pas de limite. Bah, j'ai joué Est-ce au qu'il y a des gens Monopoly qui- Pokémon. Mais quand Bah, ça j'étais m'étonne pas de toi. petit, et voilà, et c'était tout aussi peu intéressant qu'un Monopoly normal. C'était pas mieux, pas moins bien. Les pions étaient plus adaptés. Il n'y avait pas un petit caniche moche et une voiture en métal. Il y avait des Pokémon et ça, c'était cool. On s'excuse auprès de tous les fans de Monopoly ce Oui. soir. On a beaucoup craché sur ce jeu-là. Est-ce que d'ailleurs qu'ils ces sont gens-là peu nombreux. streament des parties de Monopoly sur Twitch? Non, je ne pense pas. Mais en tout cas, tu soulignes quelque chose qui est hyper intéressant, Nicolas. C'est Ouais. que justement, je trouve qu'aujourd'hui, si on prend au-delà du jeu vidéo, mais aussi le streaming donne plus de visibilité aux jeux de société. Tu vois, je peux te prendre des exemples comme ça qui me viennent en tête, mais j'ai vu des gros Twitchers, typiquement Antoine Daniel, Étoile, etc., jouer à Codename, notamment, entre eux. Yes. Et je trouve que ça a donné énormément de visibilité aux jeux de société. Donc Codename, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu compétitif. Ça se joue par équipe et le but, c'est de faire deviner des mots par association d'idées parmi une grille de mots présente. Et en fait, c'est un jeu qui a été disponible en ligne. Et justement, les Twitchers l'ont vu, ils ont joué ensemble. Ça fonctionne super bien sur Twitch parce qu'en plus, Ok. tu as un côté où tu joues avec le Twitcher, où tu regardes, tu as envie de trouver avec lui. Il y a de l'interaction en plus qu'il met en place avec son public. Je trouve que ça fonctionne super bien. Et notamment aussi, tu as même des magasins de jeux qui utilisent Twitch ou même YouTube en général. Je pense notamment au Passe-Temps, qui est une boutique de jeux à Toulouse, qui est hyper présente sur les réseaux, que ce soit sur YouTube et maintenant sur Twitch, où ils utilisent justement ce canal pour donner de la visibilité un peu sur les dernières sorties, sur leurs avis sur des jeux. Et ça, je trouve que ça aide vachement le monde du jeu là-dessus. Je me rappelle, moi, je suis très peu sur Twitch. C'est vraiment un média que je n'utilise pas. La seule fois où j'y suis allé, il y avait en fait un tournoi de Challengers, qui est un jeu de société pareil qui venait de sortir, qui se joue à 8.
Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, c'est streamé sur Twitch. Au final, ça a du sens. Twitch, à la base, ça a été créé surtout pour l'univers de jeux vidéo, mais le principe, c'est que les gens aiment jouer, tout simplement. Donc, un peu la boucle est un peu bouclée. C'est effectivement des publics cibles qui sont proches. Voilà, nous, tous les trois, je pense qu'on a des exemples purs de ça, quoi. Ça nous plaît de jouer aux jeux vidéo et ça nous plaît de jouer aux jeux de société. Donc, avoir sur Twitch ce genre de contenu, c'est hyper pertinent et c'est top, du coup, que ça puisse enrichir justement l'univers du jeu de société, comme tu le disais, Louise. Et je pense que c'est ça, en fait, c'est un petit peu deux univers qui s'enrichissent et qui se développent. Et c'est un petit peu du coup la conclusion, je pense, de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, enfin tout le long de ce podcast. En fait, les frontières s'effacent au fur et à mesure entre les jeux de société et les jeux vidéo. On a pu le voir qu'il y avait des jeux qui s'inspiraient d'autres. On avait pu voir qu'il y avait des jeux hybrides. Et en fait, l'exemple qui est intéressant là-dessus, c'est la Gamescom. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Gamescom, c'est la plus grande conférence aujourd'hui de jeux vidéo. Ça se passe à Cologne, je crois, en Allemagne, chaque année au mois d'août. Et en fait, cette année, c'est la première fois que... Alors, je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, il y a vraiment un espace qui s'est agrandi fortement pour des éditeurs de jeux de société. Donc, à côté des Ubisoft, Xbox et compagnie, on avait des Asmodée, on avait comme ça des Hasbro aussi, je crois, qui étaient présents et qui en plus avaient une grosse présence. Et puis du coup, forcément, travailler le cross-média entre des jeux de société et des jeux vidéo. Et voilà, ça montre vraiment qu'il y a vraiment un lien entre les deux univers. Oui, et ce qui réunit les gens, c'est ça, c'est les sensations du jeu en fait. Complètement. Qu'on soit seul ou à plusieurs, physique ou digital, l'important c'est le jeu. Exactement, le fait, c'est de rester ouvert. Non, moi, ce que je trouve super chouette, c'est justement la place de la chose ludique, en tout cas du plaisir, du fait de jouer, est de plus en plus accepté et de plus en plus naturel dans la vie des gens, et autant que ce soit un jeu qui soit physique ou un jeu qui soit virtuel. Et c'est là où justement jeux vidéo et jeux de société se nourrissent, mais nourrissent d'autant plus le plaisir et le jeu auprès de tout le monde. Voilà, donc notre conclusion en fait c'est ne vous posez pas de questions, jouez, allez vers peut-être le jeu qui vous parle le plus, peu importe que ce soit un jeu de plateau, un jeu hyper compétition, un jeu de coopération, que ce soit du virtuel ou du physique, surtout kiffez, amusez-vous bien. Que vous soyez joueur de plateau ou joueur vidéoludique, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous trois. On a été ravis de t'accueillir, Louise, et merci pour ton expertise sur cette thématique-là. Grand merci de m'avoir accueilli. J'ai passé un super moment et j'ai appris plein de choses aussi auprès de vous. Donc, c'était top. On était ravis de t'avoir. Donc, c'était bien marrant de faire tous ces points-là. Écoutez, merci à tous les trois et merci à vous qui nous avez écoutés jusque-là. Je pense que c'est le plus long podcast qu'on ait fait, mais comme on était à trois, on avait beaucoup de choses à raconter. Donc, écoutez, on va compter à 1, 2, 3 et vous faire un grand merci. On vous dit à bientôt, peut-être sur Board Game Arena cette fois-ci. Avec plaisir. Allez, merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao.